Bonjour à tous, c'est Mister Cult, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. On se retrouve, aujourd'hui pour un nouvel entretien ciné après plusieurs invités que j'ai eu la chance d'avoir, le beau parleur du cinéma, Jonathan Azia, Evil Twin ou encore, Aurora's Makeup and Cosplay, récemment. C'est au tour d'un spécialiste du cinéma asiatique, un nouveau spécialiste après le Jonathan Azia et le beau parleur du cinéma de se présenter avec moi, avec Max Pereira, et je vous l'amène tout de suite. Tac, voilà, bonjour Max, comment tu vas? Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi. Merci de m'inviter. Et puis ravi de parler, de me présenter. Tu m'invites pour l'entretien, ça me fait plaisir. Bah parfait. Bah du coup, comme je le fais un petit peu avec tous les invités que j'ai eus, c'est qu'un petit peu, tu vas prendre un petit peu le temps pour te présenter. Voilà, donc Ouais. tu t'appelles Max. Et puis après, parle-nous un petit peu de ta chaîne et d'où tu es venu un petit peu pour ta passion pour le cinéma et en particulier le cinéma asiatique. Vas-y. Oui, oui, donc je vais essayer de le faire, de me présenter vite fait par rapport à l'aune du cinéma, surtout de ma passion pour le cinéma. Donc Maxime Pereira, mon nom complet. Moi, je viens d'un petit bled de campagne, d'un milieu assez prolo, etc. Et j'ai eu la chance, en fait, le cinéma m'a permis de compenser un petit peu l'ennui, on va dire, même si je venais d'un territoire quand même assez boisé, assez formidable, mais où quand même la campagne, on a tendance un peu à vouloir explorer le monde. Et moi, le cinéma a été une espèce d'appel en fait vers l'extérieur, vers l'aventure. Moi, j'étais connecté à Star Wars, des films comme ça, qui m'ont appelé vraiment vers cette aventure-là. Donc, il y avait un rapport de compensation de l'ennui, mais en même temps, cette envie aussi de découvrir le monde. Donc, j'ai pu, grâce au cinéma, non seulement me gaver de films et de références de films populaires avec lesquels j'ai grandi. Moi, j'étais fasciné dès mon plus jeune âge, donc, comme je l'ai dit, par Star Wars, par les héros, par les mythes, par les légendes, par la mythologie grecque, par le biais de l'Odyssée, d'Ulysse, etc. Tous ces récits épiques, mythologiques et héroïques. Donc, c'est d'abord ça qui m'a fasciné à travers le cinéma. Et c'était principalement quand moi, je suis né en 87, donc la décennie 90, c'était plutôt voilà, les films américains et les films d'animation japonais, voilà, de Dragon Ball à Terminator, on va dire, pour simplifier. Et puis, à la fin des années 90, donc là, je fais un parcours un peu bref, hein, mais à la fin des années 90, je suis tombé donc dans un autre cinématographie qui est principalement la cinématographie donc, du cinéma de Hong Kong. Et par le biais d'un petit film, mais qui est en fait un immense film qui est Drunken Master, mais le premier, avec Jackie Chan et Yuen Woo-ping. Et donc, j'ai découvert le cinéma de Hong Kong d'abord par le biais de la culture chinoise, en fait, plus globalement. C'est-à-dire du film de kung-fu, mais aussi voilà, j'ai commencé à pratiquer le kung-fu moi-même, la calligraphie. J'étais fasciné par la nourriture chinoise. En fait, toute une culture que je connaissais pas. On connaissait un petit peu par le biais des mangas, des trucs comme ça, parce que dans Dragon Ball, il y avait beaucoup de références déjà, c'était adapté d'une légende chinoise, etc. Donc, il y avait quand même ça. Mais là, je rentrais vraiment dans la culture chinoise grâce au cinéma de Hong Kong. Et puis, Parce que tu me dis, les mangas, c'est japonais, c'est pour ça que tu me oui, oui, dis. oui, oui. Mais disons que, voilà, le Japon a quand même puisé dans la Chine. C'est un pays tellement, tellement vieux et que l'Asie s'en est énormément inspirée. Et le manga ou le film d'animation japonais, des trucs comme Ranma Enemy, par exemple, qui sont très, très fous. Dragon Ball a beaucoup d'influences de la mythologie chinoise, même si elle a des influences aussi de la mythologie comme Star Wars, comme Terminator, que j'ai cité déjà aussi, hein, la pop culture, on va dire. Donc voilà, j'ai baigné un petit peu dans ce monde-là, mais toujours avec un peu de cette envie, disons, de découvrir le monde, c'est-à-dire de pas uniquement le faire depuis ma chambre et de voir des films. J'adore regarder des films, mais j'avais aussi envie de vivre la vraie vie à travers des aventures que je pouvais essayer de me rapprocher le plus possible des films que je voyais. Donc j'ai fait tout un tas de trucs. Là, tu vois, je vois Predator derrière toi, je vois plein de films qui m'ont inspiré. Puis même après, films comme Scarface, tout ça, j'en parlerai et tout. Mais j'ai eu envie de me rapprocher aussi un petit peu pas uniquement être spectateur. J'ai voulu aussi voyager, donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu en Chine, comme je l'ai dit, bon, voilà, etc. J'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai pratiqué j'ai voyagé dans la France entière. Je suis un peu sorti de ma zone, on va dire, sociale, géographique, et j'ai voulu un peu découvrir plein de gens, plein de nouveautés. J'ai voulu découvrir le monde, donc j'ai découvert à peu près une trentaine de pays, voilà, à travers mon ancien travail, à travers mes voyages, et puis voilà. Et puis par rapport à Hong Kong, voilà, c'était fin 90, début 2000 que je découvre ça. Et puis depuis, ben, je m'intéresse à ce cinéma qui est mon cinéma préféré, parce que c'est peut-être celui que j'ai le plus exploré. Disons que je m'intéresse au cinéma de manière globale, mais
le cinéma de Hong Kong, je ne sais pas pourquoi celui-là en particulier. Je pense que c'est lié à son identité propre, mais j'ai toujours envie de l'explorer totalement, même y compris à travers les formes les moins intéressantes. Mais c'est un cinéma que je connais vraiment très bien. Par contre, quand avant tu parlais de cinéma asiatique, alors certes, tu es très lié au cinéma hongkongais. Par contre, le cinéma japonais, le cinéma coréen, voire le cinéma thaïlandais actuellement, est-ce qui t'intéresse? Le cinéma indien aussi, est-ce qui t'intéresse Oui, aussi malgré tout? oui, D'accord. là, parmi tous ceux que tu as cités, en fait, je les ai découverts à des époques un peu différentes. J'étais connecté à la fiction japonaise, je t'ai dit, par le film d'animation, enfin, par oui, les mangas d'animation, enfin, les séries d'animation japonaises, les tokusatsu, etc., dont j'étais fan quand j'étais gamin, parce que ça passait à la télé, mais c'était les seules fictions vraiment japonaises qu'on pouvait voir. Moi, j'avais pas beaucoup vu à la télé de films de samouraï, de trucs comme ça. Je les ai découverts un peu plus sur le tard. Les films, Les, en Ku- fait, je les ai les plutôt découverts. Kurosawa? Oui, oui, les Kurosawa, moi, c'était surtout dans les années 2000, quand je découvrais le cinéma de Hong Kong, il y avait toute une vague aussi de cinéma asiatique qui nous venait, comme Mm. tu disais. Et c'est là où moi, je découvrais aussi effectivement le cinéma coréen qui prenait de l'essor dans les années 2000, évidemment. Un certain cinéma japonais comme très violent, très, très hardcore. Moi, j'étais fan de Miike, de Takeshi Miike, quand j'avais cet âge-là, parce que j'étais un petit peu en recherche de ces images un peu ultra violentes et tout. Maintenant, j'aime un peu moins, mais à l'époque, je cherchais ce genre d'images, Kitano, évidemment, mais les trucs en fait qui nous est parvenus par HK, il y avait HK Magazine, il y avait HK Vidéo, il parlait de Kitano, il y avait aussi Merci Christophe Gantz. voilà. Oui, merci à lui évidemment, j'en ai longuement parlé de ma passion aussi pour ce réalisateur et pour ce qu'il nous a surtout transmis. Et Les puis films, les films de catégorie 3 quand tu parlais de violence aussi, ouais, est-ce ouais, que ça... ouais, il y avait ça D'accord. aussi bah, qui était Mm. lié aussi à. Mais là, c'était plus lié à ma collectionnite hongkongaise, donc de toute façon, je les aurais vus. Mais c'est vrai que l'époque où je les ai découverts était l'époque parfaite. Hein. Ebola Syndrome, je l'ai vu à une époque, par exemple, de Hermanio et avec Anthony Monk, je l'ai vu à une époque où j'étais en recherche de toutes ces images violentes, hardcore, etc. Maintenant, Ebola Syndrome, je le revois, je suis pas spécialement friand de ce genre d'image, quoi. Je suis à la recherche d'autres formes dans le cinéma. Ça veut dire que les films de catégorie 3 que tu avais vus à l'époque, ils sont revus à la baisse aujourd'hui. Tu dis c'est des films un petit peu d'une autre époque que tu peux plus trop apprécier aujourd'hui? Ah Ou si si, je peux ah non non, je les dénigre pas par rapport à ça. Non non non, moi je pense qu'on peut les réapprécier. Mais moi par exemple, c'est plus trop le genre de spectacle que j'ai tendance à chercher, c'est tout. J'ai tendance à chercher autre chose, de l'épique, D'accord. de l'héroïsme un peu. C'est un peu. Et puis voilà, comme j'ai un peu vécu et que j'ai été confronté à des choses un peu violentes dans ma vie aussi personnelle et tout ça, là, je recherche plus forcément ce genre d'image. Je pense qu'on recherche ce genre d'image quand on est plus jeune et qu'on n'a pas forcément, on les a pas forcément connus. Et c'est comme le film de gangster dont on va un peu parler aujourd'hui aussi, je pense. Le film de gangster ne me fait plus tellement rêver à l'aune de mon vécu, quoi. J'ai un peu bourlingué, j'ai un peu vécu, et quand j'avais 18, 20 ans, bah, je rêvais autrement, quoi. Mais tout est un peu idéalisé quand tu vois des films. En fait, t'as une manière d'idéaliser un peu tout, y compris la culture, y compris et du coup, bah, quand tu la vis, c'est un peu différent. Et puis pour le cinéma, voilà, donc coréen, thaïlandais, toute cette vague-là, c'était venu. Moi, c'est des films que j'ai regardés, mais c'est pas resté. Il y en a vraiment un seul qui est resté, c'est vraiment le cinéma de Hong Kong. Mais je dois avouer que le cinéma indien, je l'ai découvert très tardivement grâce à Jonathan Asia, qui est un ami et qui vient aussi sur ta chaîne et que tu connais. Bah, Et on avait fait un entretien ciné là, l'année dernière, justement. On avait parlé d'un exactement. film d'horreur taïwanais, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. Bah Euh, lui, c'est vraiment sa came. Lui, il est encore à travers tout ce cinéma, toutes ces images-là, il adore ça. Donc voilà, mais moi, je suis un peu moins fan maintenant. Mais oui, oui. Moi, il m'a fait découvrir le cinéma indien il y a peu de temps, il y a un an ou deux, à la mhm. sortie c'était Suryavanshi, mais très très vite, c'était RRR, quoi. C'était les deux qui sont un peu télescopés. Et ça m'a un peu fait revivre ce que j'avais vécu dans les premières sensations quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, dans l'âge où j'avais découvert, là, vers l'âge de 13-14 ans, début 2000, quoi. Mhm. Par rapport au cinéma hongkongais auquel tu portes quand même un certain amour inconditionnel, quel regard tu portes sur le cinéma d'action actuel comparé à son époque dorée des années 80-90? Tu, tu- Quel regard tu portes aujourd'hui par rapport à ce cinéma, alors que justement on parlait que le cinéma coréen ou indien depuis ces dernières années prend énormément d'ampleur, là où le cinéma hongkongais, tu as ouais. l'impression qu'il survit par rapport un petit peu à ses restes, quoi, à ses meilleurs moments, quoi. Tu parles du cinéma en congrès de manière globale ou spécialement dans l'action?
Bah, disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle cinéma hongkongais, c'est plutôt cinéma d'action. Maintenant, après, je sais Ouais. pas si, comment eux, ils vivent le cinéma hongkongais aujourd'hui. Quels sont les genres qui marchent le mieux? Est-ce que c'est la comédie? Est-ce que c'est la science-fiction? Est-ce que c'est le drame? Bah, Comment ils vivent le cinéma là-bas, actuellement? en fait, dans le domaine de l'action, du film de kung-fu, du film d'arts martiaux et des anciens comme ça marche plus tellement en fait à Hong Kong, hein. À Hong Kong aujourd'hui, comme c'est redevenu un cinéma local et très localisé et très resserré, ils ont tendance plutôt à faire des comédies qui marchent bien ou des drames. C'est redevenu un cinéma de seconde zone, en fait. C'est redevenu un cinéma chinois comme avant les années 50. Tu sais, pendant les années 0 aux années 50, c'était vraiment le cinéma de Shanghai c'était le premier cinéma chinois. Et le premier cinéma chinois ensuite a été pris avec Hong Kong dans des années 50 aux années 2000, c'était Hong Kong. Et depuis les années 2000, il a progressivement décliné pour retourner à une place très secondaire, mais quand même présente. C'est-à-dire qu'il a tellement une aura. Et puis surtout, les jeunes générations de Chine continentale découvrent aussi ces films et les aiment beaucoup. Donc du coup, en fait, c'est presque des films qui sont faits de manière un peu dénaturée pour plaire Parce qu'il dénature ce qu'était le cinéma de Hong Kong qu'on a aimé, en reprenant certaines formes pour les adapter au goût du public chinois de Chine continentale d'aujourd'hui, puisque le public hongkongais pur et dur ne s'intéresse plus trop à ces anciennes formes-là. Donc, ils ont plutôt tendance à dégager le regard vers l'Occident ou vers des films américains ou vers des films européens et tout ça. Et par rapport au cinéma d'action, heureusement, par contre, il y a toujours. C'est un genre, le cinéma d'action, qui de toute façon restera toujours pour moi enfin, le genre le plus important à Hong Kong, que ce soit à travers le wuxia-pian, le kung-fu, le polar kung-fu, le polar tout court, le film de gangster un peu. Enfin, là, le film d'action globalement. Donc, il y a toujours un savoir-faire, il y a toujours des gens, mais il y en a de moins en moins. Et ça devient vraiment très, très, très resserré aujourd'hui. Moi, j'ai des amis personnellement qui travaillent dans ce milieu-là, qui sont cascadeurs, qui font encore des choses dans ce métier qui sont intéressantes, mais c'est de plus en plus resserré. C'est vrai que c'est de plus en plus resserré, mais c'est pas uniquement par rapport à la Chine et tout ça, c'est plus aussi par rapport au goût du public. C'est un peu des deux, en fait. Il y a vraiment les deux, Ouais. quoi. Bah, du coup, comment on peut expliquer ce rejet de la part du public? Je pense que. Attends, T'inquiète, hein. excuse-moi, je reprends mon souffle. En fait, Bah, je parce que pense. justement, en plus, là, il y a pas longtemps, il y a eu un film qui est sorti début décembre sur Netflix. Je pourrais plus te dire son nom, en plus j'avais chroniqué, qui était Warrior of Future. Warrior of Future, qui était Hmm. quand même le film hongkongais le plus cher de l'histoire. Donc ça montre quand même qu'il y a Ouais. quand même il y a toujours normalement un regain d'intérêt pour le cinéma d'action. Science-fiction, mais c'est quand même action un petit peu. Et pourquoi le public n'adhère plus à Bah, n'adhère là, plus à cette politique? Là, c'est vrai que c'est un peu une exception, celui que tu viens de citer, parce qu'effectivement, il a marché, en fait. D'accord, ok. Donc, en tout cas, il a marché, où il a bien démarré, où il a fait des bons scores. Et en tout cas, là-bas, je crois que ça a marché. Donc, ça a dû marcher probablement en Chine continentale, mais ça a dû marcher aussi à Hong Kong. Donc, peut-être que ça va donner le là. Mais je pense qu'en fait, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais expliquer à la base. Et c'est là où tu m'as ouvert la question. C'est-à-dire que tu me demandais pourquoi ils sont plus intéressés aux formes anciennes, le public hongkongais. Mais je pense qu'il y a un rejet un petit peu global de tout ce qui est chinois, en fait. Donc, de tout ce qui traite de l'identité chinoise. Donc, en fait, ils Une ont tendance à. lassitude. Ouais, puis il y a aussi un peu un contexte, tu vois, politique, etc. Mmh. Et du coup, je pense qu'il y a un peu cet inconscient-là. C'est-à-dire que moi, je retrouve plus trop. Moi, j'ai bossé avec mes potes cascadeurs avec qui j'ai bossé. Ils ne s'inspirent même presque plus des films comme nous on aime, comme les films de Jackie Chan ou de Yuen Biao ou de John Woo. En fait, ils les connaissent plus ou moins, ou ils les ont vus quand ils étaient petits. Mais c'est un peu comme nous et Louis de Funès, quoi. C'est un peu où tu vois, c'est des trucs de vieux. Donc même eux quand ils me parlaient d'une scène d'action, leur nouvelle là où ils sont focus, c'est sur des films comme Kingsman ou des trucs comme ça, tu vois, des chorégraphies comme ça. Alors que c'est eux qui ont apporté ce truc-là. C'est Bradley Allan qui a apporté ça par le biais, puis qui est arrivé. Mais finalement, eux, ils préfèrent ce genre de forme-là. Mais là, après, c'est un petit peu je fais une digression, quoi. Je suis pas sûr de moi, mais c'est ce que je ressens dans mon vécu, dans mon expérience, que le regard se déportait. Et là, comme Warrior of Future s'est connecté justement au futur
Et au blockbuster, ça fait vraiment penser à un blockbuster de Michael Bay, un peu, ça copie de manière pas toujours très fine un blockbuster de Michael Bay ou un film américain de blockbuster où tu as déjà vu les scènes mille fois ou de James Cameron ou des trucs comme ça. Ben, je pense que ça a plu parce que le public veut voir ça. Ils veulent plus voir de films liés au kung-fu, au monde traditionnel, aux chorégraphies, etc. Ce qui est bien dommage parce que moi, c'est mon genre préféré. Je suis rentré par ça, hein, comme j'expliquais. Je suis rentré par tous ces chorégraphes et qui viennent du monde du kung-fu et tous ces réalisateurs-là. Il y a encore Shin Carlock, qui est un ancien acteur, cascadeur, star de films de kung-fu, qui fait des films là-bas et qui essaye de découvrir de nouveaux talents. Il est membre de la Kung Fu Stuntman Academy à Hong Kong, où il y a tous les anciens qui font des réunions tous les ans, etc. Et lui, il a encore cette volonté de rester exclusivement à Hong Kong et de développer des choses là-bas. Mais c'est très difficile parce que, comme il le dit lui-même, dénicher un talent, c'est facile, on peut le faire, mais en même temps, c'est un petit peu comme. C'est-à-dire que le débouché proposé aux jeunes que tu vas trouver n'est pas extraordinaire, puisque même si tu trouves demain le Mac Tyson tu vois, ou le nouveau Donnie Yen ou le nouveau Jackie Chan, le problème c'est que le marché à Hong Kong même est tellement limité que le débouché pour lui est presque impossible. Donc en fait, il faudrait développer une industrie à côté ou retourner un peu plus à Hong Kong pour tourner des trucs. Et là, effectivement, tu pourrais arriver à avoir un talent purement hongkongais et rester dans cette tradition-là. Mais globalement, 90% des gens ont fait le choix inverse de quelqu'un comme Shin Carlock ou d'autres gens comme ça, c'est-à-dire d'aller travailler exclusivement, quasi exclusivement ou entre les deux en Chine continentale, ce qui est logique, hein, parce que c'est le moins difficile à faire, etc. Mais cela dit, bon, bah, je respecte les gens qui essayent de rester là-bas, hein, c'est toujours cool. Après c'est comme tout, c'est vrai que c'est souvent peut-être un genre qui a fait son époque. On parlait du cinéma hongkongais, mais par exemple le western, qui pendant Mmh. très longtemps était un genre qui comptait et qui à partir des fin des années 70-80 n'existait pratiquement plus. Peut-être qu'on a eu ça avec le cinéma d'action en général, parce qu'on parle du cinéma hongkongais, mais dans les années 80, le cinéma d'action américain aussi cartonné. Aujourd'hui, c'est plutôt le film de super-héros, même si il commence à avoir peut-être une certaine lassitude d'une part du public. On verra comment ça se débouchera pour les prochaines années. Est-ce qu'on peut peut-être s'imaginer voir qu'à un moment ou à un autre, le cinéma d'action de Kung Fu qui nous a marqué quand on était jeune, peut-être qu'à un moment, peut-être il pourrait retrouver un second souffle. Mais pour ça, comme tu l'as dit, c'est peut-être un moment, il faudrait qu'il y ait un acteur qui peut-être signe un petit peu cette révolte, comme on avait eu avec Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen et tout ça, et d'avoir une nouvelle star hongkongaise qui est capable de aussi bien se vendre à Hong Kong que dans le reste du monde. Ça c'est toujours la grosse difficulté, quoi. Ouais, moi, effectivement, Donnie Yen, c'était le dernier, en fait. Non seulement en star de kung-fu, de films de kung-fu à l'international, quoi. Il est dans toute cette tradition de Bruce Lee à Jackie Chan en passant par Jet Li. Et il est aussi en parallèle dans la création, et dans la production et dans la chorégraphie, c'est-à-dire dans la tradition des Yuan Wuping, des Corey Yuen, des gens comme ça, quoi. Donc, en fait, il est sur les deux tableaux. Mais c'est le dernier à être vraiment, à avoir ce poids, quoi. Avoir ce poids. Et Ah, bon, il cartonne encore un peu, mais je dirais peut-être du côté des femmes avec Michelle Yeoh, avec quand même son dernier film qui est même nominé aux Oscars, Everything Everywhere All at Once, peut-être que. ah oui, alors ça, c'est plus un film qui est fait pour le marché occidental. Donc là, je pense Bien que sûr. elle a sa place à jouer, mais ça sera pas considéré comme, ça sera pas considéré comme vraiment comme le retour, je pense pas. Mais ouais, après, potentiellement pour le cinéma occidental, ça peut ouvrir des films, voilà, un peu ce que j'appelle les films à la Matrix, c'est-à-dire les films à la Matrix, à la Craig Freeman, à la Jack Burton, c'est-à-dire des films profondément influencés par le cinéma hongkongais, mais qui reste quand même très américain. Parce que Everything Everywhere, j'ai pas détesté, j'ai pas surkiffé, mais c'est très américain quoi pour moi. Même si ça parle effectivement, le cœur du film, c'est un problème de famille et de culture profondément chinoise aussi, mais Mhm. quand même. Bah, en fait, moi, ce que je disais, c'est que justement, comme on cherchait des acteurs qui étaient capables d'aussi bien se vendre en Asie qu'à l'Occident, et on parlait de Donnie Yen, mais
comme je dis, hein, c'est pour ça que j'ai cité Michelle Yeoh, c'est Ouais, elle arrive aussi à s'imposer dans certains blockbusters parce qu'il y avait ce film-là, mais même si j'avais pas spécialement aimé, mais elle était dans l'un des Marvel, Shang-Chi, elle a souvent des seconds rôles aussi dans des séries, tout ça. Donc ça montre aussi, c'est toujours dommage que des stars comme ça doivent attendre 50, 60 ans pour enfin percer à Hollywood. Mais bon, ça c'est un ouais, autre débat, quoi. ça ça part trop loin, mais ouais, ouais, je comprends. Et du coup aussi, outre ta passion pour le cinéma asiatique, on va y venir aussi, c'est que du coup, tu t'es aussi lancé dans le YouTube game. Ouais, Et du coup, un petit peu, tu peux nous en dire plus à sur quand quoi? est-ce que tu l'as créé, pourquoi tu as voulu te créer une chaîne YouTube et tout ça. Alors, ouais, OK, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais parce qu'en fait, moi, à la base, je me destinais pas forcément à faire ça. En fait, c'est le Covid qui m'a tout simplement fait ouvrir plus ou moins ma chaîne. Enfin, le Covid et le fait que ce Covid ne me permette plus de retourner à Hong Kong, parce qu'en fait, moi, j'avais amorcé beaucoup de rencontres, de projets là-bas. Et malheureusement, le Covid m'a mis un frein définitif, quasi définitif. Peut-être que j'y retournerai un jour, mais ça sera plus de la même manière parce que j'avais des choses à développer là-bas que je voulais faire et que je peux plus faire. Définitif ou Et en stand-by? non, je pense que c'est définitif, mais que épisodiquement, je peux y retourner pour certaines choses, mais à l'époque, j'avais vraiment l'approche d'y rester plusieurs années. J'y suis resté 1 an, mais je voulais y rester 10 ans, hein, si tu D'accord. veux. Aujourd'hui, j'ai une autre vie, quoi. J'ai ma copine, tout ça. Enfin, c'est vraiment autre chose. Mais en fait, j'avais écrit un bouquin où je parlais de ça et je parlais un peu de ma. En fait, j'ai mis dans ce bouquin tout ce que j'avais comme passion, comme frustration, en fait, c'est toute cette frustration qui m'a permis d'écrire ce petit livre pour mettre un peu sur papier, pour accoucher un peu tout ce que je ressentais, tout ce que ces 20 ans de cinéma de Hong Kong m'avaient apporté, tout ce que j'avais essayé de faire là-bas et que j'avais pas réussi. C'était vraiment les prémices d'un nouveau truc dans mon esprit, quoi. Et malheureusement, alors je me suis dit, je vais écrire un petit bouquin, etc. Ce bouquin pas, moi, je l'avais pas destiné au grand public, je l'avais fait pour moi, et puis après, je l'ai partagé à la famille, puis je l'ai envoyé à 2, 3 personnes de YouTube, vraiment des passionnés de cinéma de Hong Kong. Et puis, dans le lot, il y avait Jonathan Azia, que j'ai rencontré comme ça. Je sais plus vraiment si on s'est rencontré avant le livre, je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, ça a été un peu la rencontre. Et puis, du coup, il m'avait invité pour un live chez lui. Et puis, avec tout ce que j'ai. Après, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé d'ouvrir une chaîne, en fait et qui m'ont D'accord. dit en fait, tu t'es tellement passionné, tu connais tellement de trucs, je pense que tu peux ouvrir une chaîne, hein, c'est facile, tu parles, je t'as même pas vraiment à rééditer. En fait, c'est des trucs que j'ai dans la tête et que je regarde depuis 20 ans. Donc, en fait, j'ai potentiellement 20 ans. Il faut savoir que tout ce que je dis, là, même ce d'aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est pratiquement, enfin, pratiquement, c'est jamais écrit en fait. Je le fais vraiment avec mes souvenirs, en freestyle complet. Et j'ai tellement emmagasiné d'informations et de vécu par rapport au cinéma de Hong Kong que du coup, je peux te balancer ça pendant des heures. C'est comme si j'avais emmagasiné plein d'informations. Donc du coup, la chaîne était très facile. Je sais pas, une vidéo par jour, très, très facilement. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, un peu par hasard, mais avec une demande quand même de gens qui m'ont dit, bah vas-y, en plus ça manque un petit peu de mecs qui parlent de cinéma de Hong Kong, donc vas-y, etc. Et moi, au départ, je voulais faire exclusivement du Hong Kong. J'ai dérivé un petit peu sur d'autres trucs, mais là, je retourne vraiment à ça, quoi. Je commence à refermer le couvercle avec ça, quoi. Je pense que je vais continuer plutôt là-dedans. Parce que j'ai vu un petit peu tes vidéos, j'ai vu aussi que de certains moments, tu es quand même parti sur d'autres sujets, tu avais fait Demolition Ouais. Man, tu as quand même parlé d'Avatar et tout ça, donc tu essaies quand même aussi de varier certains sujets qui, même s'ils sont pas liés au cinéma hongkongais, qui te plaisent et que tu as envie de mettre en avant malgré tout. Ouais, j'ai fait une cinquantaine de vidéos sur ce que j'appelle, moi, il y a deux catégories, c'est le cinéma de l'Est et le cinéma de l'Ouest. Mhm. C'est-à-dire, cinéma de l'Est, ben oui, j'avais les trois cinémas asiatiques que je préférais, le cinéma japonais, le cinéma chinois, le cinéma indien. J'en ai fait une Mhm. certaine série avec une autre émission d'ailleurs qui s'appelle Le retour du cinéma chinois en Chine, qui a fait 25 épisodes, qui n'a pas trop trop bien marché, mais je faisais un peu les films chinois récents et dont beaucoup ont été d'ailleurs réalisés par des Hongkongais, hein. Globalement, je me suis rendu compte qu'en fait, les films chinois que je préférais étaient réalisés par des Hongkongais quand même, et que finalement, bah,
j'ai- j'avais beaucoup d'espoir en fait là-dedans en fait dans ce truc-là, mais finalement je me suis rendu compte que le cinéma chinois continental s'est un peu sclérosé avec le temps, ces 2, 3 dernières années, donc c'était un peu dommage, donc j'ai un peu arrêté. Et puis le cinéma occidental, oui, principalement le cinéma américain, hein, comme tout le monde, comme tu as dit, Demolition Man, Stallone, Schwarzenegger, Avatar, tout ça, mais même La Passion du Christ, Mel Gibson, Clint Eastwood, enfin toutes ces vieilles formes-là, tous ces trucs un peu à l'ancienne dont j'ai voulu parler, qui font partie de mon amour du cinéma. Et puis un peu de cinéma italien quand même, ce que j'aime, c'est mon cinéma de l'Ouest, un de mes cinémas préférés avec l'américain et le français. Mais encore une fois, c'est des vieux films, hein, c'est des vieux péplums, des vieux westerns italiens, des vieux poliziotesco polars, tu vois, années 70, etc. Moi, je suis plutôt giallo. Moi, je suis très horreur, le cinéma Et, italien. moi, je m'y connais. Les films de zombies. Non, mais moi, j'en ai vu 2, 3 quand j'étais jeune, de tout ça. C'est comme je t'ai dit, mais Mm. c'est pas ma spécialité. Moi, j'aime le cinéma à tendance héroïque. Donc j'en ai parlé un petit peu. J'ai parlé de Pasolini, par exemple, qui est hors, tu vois, mais qui pour moi est quand même un héros, mais une autre forme de héros, un héros plus social, etc. Donc je parle pas que des bourrins de droite, hein, je parle Mhm. aussi des gens radicaux de gauche, tu vois. Je parle un peu de tout ça, de l'héroïsme sous toutes ses formes me fait plutôt vibrer, en fait. Même Rocky, quand j'ai parlé de Rocky, Rocky c'est un de mes films fondateurs. J'ai parlé de Conan, j'ai parlé d'Astérix, j'ai parlé des Visiteurs, j'ai parlé Et puis j'avais aussi envie de parler de cinéma français, mais pas le cinéma de français d'aujourd'hui. Moi, je suis pas un très grand fan, hein. Je suis désolé pour les gens qui aiment le cinéma français d'aujourd'hui. Moi, je l'ai un peu lâché depuis 10, 20 ans, même s'il y a encore des trucs intéressants de temps en temps, heureusement. Mais Tout n'est moi, pas à c'était vraiment... jeter. Ouais, heureusement qu'il y a encore des trucs. On est comme les Hongkongais, on a quand même beaucoup, beaucoup d'héritage et de grands noms et de trucs. On a quand même un vivier de talent, quoi, en France, hein. Moi, j'ai toujours mais c'est toujours à travers des petits films, moi, que je regarde. Tu vois, j'ai vu un film comme Night Fair, là, il y a pas longtemps, de Julien Seri, qui a de quelques années, mais que j'avais jamais vu. Et tu vois, j'ai aimé. Il y a plein de petits trucs de temps en temps comme ça que je trouve qui sont cool. Mais moi, je voulais rendre hommage surtout à ces vieilles figures oubliées du cinéma français, principalement dans le domaine de l'action ou de la comédie, comme les Max Linder, qui était un pionnier, qui était le maître de Charlie Chaplin et dont on se souvient même pas. Jack Tati, Jean-Pierre Mocky, avec une dimension un peu populaire, Belmondo, Jean Marais, etc., à travers des figures du cinéma d'action français. J'ai parlé de Christophe Gand d'ailleurs aussi dans une longue émission qui dure au moins 1 heure, qui est très 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 longue, mais c'est un peu un des derniers pour moi vraiment à représenter le grand cinéma français. Et puis Jean-Pierre Mariel, par exemple, j'ai aussi parlé de Jean-Pierre Mariel, c'est mon acteur français préféré, un acteur des années 70 que j'adore, qui est mon acteur français préféré. Moi, j'ai pas parlé de Depardieu, de Lino Ventura ou de Gabin, parce que beaucoup de gens les ont déjà abordés, mais c'est vrai que j'avais envie de parler de tout un pan du cinéma français un peu oublié. D'ailleurs, c'est mon rêve, ça aurait été de faire une émission sur ça aussi, de faire une émission exclusivement sur le cinéma français, mais plutôt dans le domaine du film populaire d'action, pas forcément dans les trucs de nouvelle vague ou tout ça. Moi, je suis pas trop touché par ça. J'ai regardé un petit peu, mais c'est pas ça qui me touche le plus. C'est plus un cinéma de bourrin. Et puis, même dernièrement, j'ai parlé aussi avec, parmi les dernières personnes qui m'avaient touché au cinéma. Bah là, par exemple, il y a Olivier Marchal, moi, que j'aime beaucoup, qui est un des derniers, pareil, à me faire kiffer au cinéma. Et même un mec comme Philippe Lachaud, qui est pas forcément apprécié de tout le monde, et qui fait pas forcément des films à proprement parler, c'est plus des comédies, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément du cinéma, mais ce sont des films de comédie, c'est encore autre chose. Mais avec cette espèce d'esprit de troupe et cette espèce d'humour un peu vulgaire que moi j'aime bien, qui me fait un peu rire. Donc tout n'est Bah, pas. chez Philippe Lachaud, il y a un savoir-faire qui est assez plaisant, qu'on a l'impression un petit peu, à un certain moment, de retrouver un petit peu ce que faisait la troupe du Splendide ou des trucs comme ça, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est cet esprit un peu bon enfant, un peu de copains qui font leurs films. Je crois que j'avais appelé ma vidéo comme ça, une bande de potes qui font des films. Et c'était plutôt l'esprit général. C'est pas forcément des grands films bien mis en scène, c'est des comédies, quoi. C'est des petites comédies classiques, même si la comédie, je la relègue pas aux secondes catégories, hein. J'ai du respect pour la comédie. Mais c'est vrai que c'est plus l'état d'esprit général que le film fini, qui n'est pas d'une mise en scène et d'une narration absolue. Mais j'aime bien ça. Mais pareil, il y a les mecs du Palmacho que j'aime beaucoup aussi dans ce genre-là, mais qui malheureusement font plus de films. Il y en a d'autres que j'aime bien dans le registre de la comédie. Mais moi, la comédie française me gonfle tellement parce qu'ils en font tellement qu'en fait, du coup,
Bon, bah, il y a toujours ces deux, trois petits films comme ça, deux, trois petites troupes comme ça qui essayent de faire des trucs quand même qui sont appréciables. Et puis, j'ai quand même abordé aussi Yannick Dahan parce que Yannick Dahan, c'est quelqu'un qui a essayé de faire un film, qui a fait un film, qui a essayé de faire du Ah ouais. cinéma et voilà, et puis qui a été quand même une très, très grande source d'inspiration pour moi. Christophe Gans et Yannick Dahan dans la critique. Dans le journalisme, dans la critique ciné, c'est quand même des gens qui m'ont profondément influencé et que j'écoute encore aujourd'hui. Bah, je vais pas te le cacher, il y a souvent des gens qui me disaient, quand moi je faisais mes vidéos, ils me fait: «Nico, je sais pas si il t'a été influencé, par lui, mais je trouve que quand tu fais tes critiques, quand dans ta façon de parler, tout ça, tu ressembles vachement à Yannick Daho». Je lui dis: «Bah, en même temps, depuis tout petit, je regardais Opération Ouais, Frisson», ouais, tu vois? c'est ça, en fait, ils nous ont tous influencés, quoi. On les a écoutés pendant des années dans leur passion de la transmission. Mais voilà, Christophe Gans, moi, c'était surtout Christophe Gans et par le biais de Starfix, mais surtout de HK Vidéo, en fait. Moi, Starfix, j'ai découvert, j'ai vu tous les films qu'ils ont aimés, tout ça. Moi, j'aime l'esprit Starfix, mais j'ai pas forcément lu beaucoup de numéros. J'avais acheté le gros fascicule là qu'ils ont sorti il y a quelques années, mais c'était surtout HK Vidéo. Et puis évidemment, Yannick Dahan avec Capture Mag, voilà. Moi, j'aime beaucoup Arnaud Bordas aussi, voilà. Je me sens plus proche d'Arnaud Bordas, moi, au niveau de mes goûts cinématographiques et d'Yannick Dahan. Voilà, c'est un peu les deux auxquels je me sens super proche. Et voilà, j'en ai un petit peu parlé dans ma chaîne aussi. J'ai voulu rendre un Bah, peu hommage à des gens dont on avait un peu oublié la ce qu'ils ont patte. fait, le parcours, la patte. Moi, Max Linder, c'est un truc. Il y a un cinéma à Paris qui s'appelle le Max Linder, qui est un très bon cinéma, où j'étais allé dans un festival. Et j'avais été un peu surpris que personne ne connaisse, ne sache qui c'est, en fait. Alors que c'est vraiment le pionnier du slapstick mondial avant les Américains, et qui a été le maître de Charlie Chaplin. Mais ses films sont quasiment tous perdus, c'est très difficile de trouver des sources, etc. Donc, voilà. D'accord. Et alors c'est vrai que comme tu dis, par rapport au cinéma, hongkongais, parce qu'après on va quand même entrer dans le vif du sujet avec Bien le sûr. film du jour. Par rapport au cinéma asiatique, même si tu es plus lié au cinéma d'action, est-ce que malgré tout tu aimes bien un petit peu les genres, qui font à côté les comédies, les drames? Est-ce que par exemple il y a des cinéastes, que tu aimes beaucoup qui ne font pas du cinéma d'action? Moi, par exemple, j'aime beaucoup le cinéaste Wong Kar-wai, même si bon, il a fait un biopic sur Ip Man, mais il a fait, Chungking Express, In the Mood for Love, c'est un cinéaste que j'apprécie énormément. Oui, 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 bien sûr. Disons que si tu regardes ma chaîne, c'est vrai que 80% du truc, c'est des films d'action. On va pas se mentir. C'est des films qui sont liés à de l'héroïsme, à de l'action, à du cinéma populaire, etc. Mais je cite parfois des réalisateurs qui sont, alors, soit qui dépassent le mode du film d'action, c'est-à-dire que des gens comme Tsui Hark, John Woo, Ringo Lam ou même Kirk Wong ne sont pas à proprement parler totalement des cinéastes d'action. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'action dans leurs films, mais il y a des fois des films où il n'y en a pas du tout. J'en citerai d'ailleurs aujourd'hui peut-être de John Woo ou de Tsui Hark, mais déjà il y a des gens comme ça. Mais moi, par exemple, quelqu'un comme Stephen Chow, qui peut aussi être lié à l'action. Moi, Stephen Chow est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps et c'est plus un comique à la base, c'est plus de la comédie. Même s'il y a quand même cette dimension de film d'action et de film d'arts martiaux dans ses films, il est fasciné par ça, etc. Mais ouais, quelqu'un comme Nam Choi aussi, qui est un réalisateur de films gore, série Z, un peu série B d'Anardesque. Il a fait Story of Ricky, il a fait Legend of the Phoenix, il a fait des films un peu starbés comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur. Bon, il y en a plein en fait. Aujourd'hui, mon dernier grand réalisateur hongkongais, où il est beaucoup passé par l'action aussi, mais pas que, c'est Soi Chang, c'est le réalisateur de Limbo, par exemple, pour le dernier en date, mais qui a réalisé aussi une pelletée d'extraordinaires films, un univers plus glauque, plus de polar un peu glauque, voilà, un peu. Moi, je suis pas fan de l'univers, mais je reconnais par contre que voilà, sa mise en scène est assez incroyable. Donc non, non, je m'intéresse un peu à tout le monde en fait. Ouais, D'accord, OK. Et bah, du coup, je te propose qu'on entre dans le vif du sujet puisque pour l'entretien ciné, tu as choisi de nous parler d'un film qui est quand même très, très connu, pour les fans de cinéma asiatique, donc à savoir le Syndicat du crime, donc qui est un film qui est sorti en 1986 et réalisé par John Woo. Donc, avant qu'on vraiment on commence un petit peu à analyser l'œuvre, je te propose qu'on regarde la bande annonce. Voilà, ça marche. mettre un petit peu les images un petit peu en tête et puis, on pourra entrer, un peu plus, dans l'analyse, poussée du film. C'est parti.
家上頭就係查緊黑社會滲入警界嘅事，而且最唔中意就係警務人員嘅家屬係黑社會分子。我真係用緊職務嘅時候，根本冇諗到有呢個大佬。喂，你咩都唔知，點做人大佬啊？阿傑，唔好再叫我做阿傑，叫阿 Sir。阿 Sir，我冇做大佬好耐啦。睇下你自己似乜嘢？做衰人嗰時俾人鬧，做好人嗰陣連行兩步路俾人跟蹤啊！俾條生路佢行得唔得？打大戒指俾佢害死㗎，你做咩逼我接受佢啫？唔好打啊！我咁大隻未喊過，嗰次係我第一次流眼淚。我發誓以後都唔會俾人用槍指住我頭。你再有係出去打死你個咪仔！靚仔，唔好揾槍指住我頭。你夠膽就開槍打死我！開槍？我已經冇咗個細佬，我唔想連你呢個朋友都冇埋。我就唔想成世俾人撳住嚟打。你好中意同人慳啊！我衰咗3年，我等一個機會，爭翻口氣，唔係要證明話俾人聽我威，只係想話俾人聽我唔見咗嘅嘢，我想自己攞翻。而家時勢唔同，如果唔同我合作，你哋根本冇第二條路行。停手！有事慢慢過啊！大家停手啊！輕笑聲再為我送溫暖。你為我注入快樂強電，輕說聲，漫長路快要走過，終於走到明媚晴天，聲聲歡呼躍起，像紅日發放金箭，我伴你往日笑面重現。輕叫聲，共抬望眼看高空，終於青天有你為你獻，擁着你，當初溫馨再湧現，心裏邊童年稚氣夢未污染，今日我與你有時。Voilà, bande-annonce assez longue quand même, j'avais pas réussi à trouver plus court, elle dure presque 4 Alors, minutes. ouais, c'est le gros problème des bandes annonces hongkongaises, c'est que c'est beaucoup trop long en fait. Et, bah, je pensais que tu allais plutôt mettre celle de HK vidéo était beaucoup plus resserrée avec la musique derrière, elle était beaucoup plus cool en fait. J'avais pas réussi à la trouver. Non, elle est difficile à trouver, mais beaucoup d'émotions pendant cette bande annonce. Le film me fait toujours autant d'émotions, mais c'est vrai que les bandes annonces de films HK sont toujours un peu longues, quoi. Nous qui se plaignons qu'aujourd'hui les blockbusters, ou les Marvel ou des trucs comme ça, ils font des bandes annonces à rallonge. Je me souvenais, je crois qu'il y a la nouvelle bande annonce de Fast and Furious 10 qui vient de sortir. Je crois qu'elle dure presque 4 minutes, la bande annonce. Les gens, ils gueulent. En fait, les Hongkongais, ils faisaient ça aussi il y a une certaine époque, quoi. Ouais, puis tu trouvais vraiment tout le film. En fait, le problème heureusement que j'ai pas regardé les bandes annonces de films hongkongais à l'époque avant de voir les films, parce que sinon je pense que j'aurais pas eu envie forcément de les voir. Parce qu'en fait, il y a pratiquement tout. Moi, j'aime bien qu'on me surprenne au cinéma et dans les bandes annonces HK, pardon, de HK vidéo, il y avait tout était compilé, mais de manière quand tu avais beaucoup d'images, tout était derrière une musique comme ça très simple. Ça durait, je sais pas, 1 minute à peu près, ou 30 secondes, ou 1 minute. Et tu avais une espèce de pouvoir de fascination derrière le film. Donc, tu avais vraiment envie d'aller le découvrir. Mais je rassure les gens, même si la bande-annonce n'est pas incroyablement rythmée, le film est fondamental à regarder, hein. C'est un des films les plus importants du cinéma hongkongais. Donc du coup, on va un petit peu entrer dans le vif du sujet. Donc le syndicat du crime, en gros, raconte l'histoire de 2 truands qui s'appellent O et Marc. Et le truc, c'est que O a un frère qui s'appelle Kit, qui est policier. Or, à un
un moment, leur père se fait assassiner et O se fait emprisonner pendant 3 ans. Il sort de prison, sauf que son frère ne veut plus entendre parler de lui. Marc est devenu infirme et sauf que son ancien assistant, qui d'ailleurs l'avait protégé lors d'une attaque avec les flics, bah, est devenu le nouveau chef de la pègre et veut le refaire un petit peu replonger dans tout ce qui est magouille un petit peu comme il le faisait à l'époque. Le syndicat du crime sort en 1986 et pour beaucoup c'est un petit peu une révolution dans le cinéma hongkongais. Clairement, pour beaucoup, c'est un film vraiment fondateur de ce qu'on a donné un petit peu l'heroic bloodshed. Heroic C'est un petit peu Bloodshed. Le bain de le sang terme héroïque. que j'ai vu. Euh, Ça. et quel a été un petit peu l'impact quand tu as vu le syndicat du crime? Est-ce que vraiment toi qui avais commencé un petit peu à bouffer du cinéma hongkongais, et Mhm. vraiment quand tu as vu le syndicat du crime, de ce type de genre, est-ce que ça a été le premier ou tu avais déjà vu d'autres films un petit peu comme Une balle dans la tête ou encore Hardboiled, aussi réalisé par John Woo d'ailleurs? Oui, en fait, comme je t'avais dit, je suis rentré par le cinéma de Hong Kong d'abord par la culture chinoise, hein. Donc, je me suis d'abord bouffé tous les Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, Donnie Yen, Yuen Biao, Yuen Woo-ping, Sammo Hung, tous ces trucs-là, en fait. Et c'était un univers très martial, en fait. Et en fait, comment dire, c'était mi-2000. En fait, je commençais à m'intéresser aux formes d'anti-héros, en fait, plutôt. C'est-à-dire, ouais, dans le cinéma américain, c'était Scarface, film de De Palma, film de Scorsese, film de Tarantino. Voilà, c'était cette figure de l'anti-héros. Je commençais à m'intéresser à ça. Et les Hongkongais faisaient ça aussi. Il y avait à cette époque, ce qui sortait dans les années 2000, Johnny To, aussi, qui faisait beaucoup de films de gangsters et de polars. Et évidemment John Woo. Et là, en fait, j'étais assez mature et assez mûr pour me prendre la vague polar hongkongais. Et dans la vague polar hongkongais, effectivement, il y a tout un tas de variations différentes parce qu'en fait, il y a à la fois, donc là, ce qu'on peut retrouver dans le syndicat du crime. Moi, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un des premiers. Je sais pas si c'est le tout premier. Je crois que le tout premier que j'ai vu, c'est Hardboiled de John Woo. Mon Qui film n'est pas d'action un, préféré. ouais, qui n'est pas un mauvais début hein, pour attaquer, mais la barre est très très haute. Je sais pas. Après, j'ai dû découvrir The Killer et puis Syndicat du crime peut-être en troisième. Mais à l'époque, il était très 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 difficile à trouver parce qu'il n'était pas sorti en DVD. Moi, j'avais les DVD Hardboiled et The Killer HK vidéo, mais j'avais pas. Celui-là, il a mis du temps à sortir. Le coffret a mis du temps à sortir. Et HK Video n'avait pas fait de sortie pour le syndicat du crime? si, HK il l'a Video? fait, mais un peu plus tardivement. Moi, à l'époque où où j'ai rencontré le film, c'était des copies chinoises ou des trucs trouvés, voilà, où tu pouvais. Et moi, je me souviens que le Syndicat du crime, je l'ai très 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 longtemps regardé sans sous-titres. La version que j'avais, c'était une version chinoise, et je l'ai regardé. Comme là, j'ai envie de regarder la bande-annonce. L'histoire est assez simple en fait, hein, et les péripéties sont assez simples, hein, mais la force du film n'hésite pas forcément là. Mais moi, je l'ai découvert voilà, sans aucun sous-titre. Donc, pendant des années, je n'ai pas vraiment su exactement ce qu'il disait, mais après, après j'ai réussi à choper les sous-titres en anglais, etc. Et puis après, le coffret est sorti. Donc là, c'était très cool. Et mais là, en fait, c'était une époque très importante pour moi pour passer du film hongkongais à tendance martiale au film hongkongais moderne, en fait. C'est-à-dire que le film à tendance martiale avait une connexion, comme j'ai dit, au kung-fu, à une certaine forme de tradition, à une certaine forme de culture chinoise, et dans une Chine un peu fantasmée, etc. Là, on était vraiment dans la réalité hongkongaise moderne de l'époque, avec des préoccupations hongkongaises. En fait, on revenait un petit peu aux années 50-60. D'ailleurs, le film est un remake d'un film qui s'appelle Story of Deserted Prisoner, qui était un drame de 1967, qui reprend plus ou moins la même trame du personnage de T. Lung, je crois. Je ne l'ai jamais vu, hein, mais j'en ai entendu parler. Il y a le méchant, et c'était le méchant de Shaolin Soccer d'ailleurs, Patrick Tse, qui faisait le personnage de T. Lung, qui était un super beau acteur, très très beau, voilà, qui faisait souvent des comédies romantiques, des trucs comme ça, et aussi des polars. Et là, voilà, c'est l'adaptation de ce film-là, en fait, et que je n'ai pas vu, mais que j'aimerais beaucoup voir un jour, et qui est un film des années 60. Et les années 60, principalement les années 50, mais même encore un peu dans les années 60, il y avait aussi du cinéma en cantonais, et dans une certaine réalité aussi de ce qui se passait à Hong Kong, alors que en parallèle, il commençait plutôt à se développer dans les années 60-70 le cinéma en mandarin
avec les costumes, justement, ce cinéma de kung-fu, de wuxiapian, d'arts martiaux, etc. Et là, bah voilà, moi, ça a été une de mes premières portes d'entrée dans ce qui, pour moi, est le meilleur du cinéma de Hong Kong, en fait, parce que pour moi, le cinéma de Hong Kong, ça a toujours été la synthèse entre, entre le meilleur du cinéma asiatique et le meilleur du cinéma occidental. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait le sujet du syndicat du crime, on en reviendra, mais c'est quelque chose de très, très, très chinois, ancré dans la culture chinoise. Il y a la fraternité, l'héroïsme, le sacrifice, etc., qui sont très confucéens dans l'esprit. En fait, c'est un film de chevalerie. En fait, c'est un film de chevalerie adapté à l'ère moderne, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé les sabres par des flingues, mais on retrouve cet esprit de film de chevalerie très confucéen, très chinois. Et en même temps, comme John Woo est quelqu'un qui est de culture catholique, comme moi, et qui est d'ailleurs, et qui est aussi été bercé par une certaine culture occidentale, et je trouvais que c'était ce qui était, il apporte aussi ça au film, on va pas trop spoiler, mais principalement dans le personnage de Mark, il y a cette dimension christique et héroïque, mais dans le sacrificiel, etc., qu'on peut retrouver aussi dans l'Heroic Bloodshed. Et c'est pour ça que pour moi, l'Heroic Bloodshed est un genre qui se situe à mi-chemin entre la culture chinoise et la culture occidentale, de par le confucianisme et de par la chrétienté, quoi, on peut dire. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est là où le cinéma de Hong Kong est le plus intéressant. Et c'est d'ailleurs aussi pour moi qu'il est condamné un peu à mourir et à ne plus vraiment exister comme ça aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est retourné dans une orthopraxie complètement chinoise, de culture complètement chinoise. On n'a plus cette espèce d'apport qu'avait un certain point de vue occidental à travers ces films-là. Donc pour moi, c'était un peu la symbiose des deux que je trouvais intéressante, et c'est ça qui m'avait touché, et c'est ça qui me touche dans le syndicat du crime, c'est ce rapport entre, et c'est ce qui me touche beaucoup dans les polars kung-fu, ce qu'on appelle les polars kung-fu, ou les polars un petit peu à tendance chevaleresque comme ça, c'est toujours des héros confrontés au monde moderne, en fait. C'est-à-dire qu'il reste des héros millénaires, chevaleresques, avec des vieilles valeurs d'antan, mais complètement broyés par la machine libérale, capitaliste du monde moderne, et avec toujours des histoires d'argent, de trahison. Et on retrouve encore ce thème-là à travers le personnage interprété par Weasley, très très bon acteur qui a beaucoup travaillé avec Tsui Hark. Le film est aussi produit par Tsui Hark. Justement, j'allais y venir. Vas-y. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vas-y, ressente, parce que sinon je vais. En fait, le truc, c'est que justement, outre le fait que le syndicat du crime est un petit peu un film fondateur, c'est aussi un film fondateur pour deux grands cinéastes auxquels c'est leur première collaboration. C'est d'un côté Tsui Hark à la production et de l'autre John Woo à la réalisation. Et comment un petit peu s'est fait cette alliance qui a mené vraiment au syndicat du crime? Alors, j'ai pas vraiment le détail de ça, mais je crois que c'était une époque où John Woo faisait que des comédies et ça marchait pas. C'est-à-dire que vraiment, lui-même, il n'aimait pas ce qu'il faisait, les comédies marchaient pas. Il avait fait des films de chevalerie assez intéressants, moi que j'aime bien, qui sont sortis en France, qui s'appelaient Hand of Death et La Dernière Chevalerie, un film de kung-fu et un wuxia, qui sont disponibles en coffret d'ailleurs, que vous pouvez trouver, qui sont des films que j'aime beaucoup. Mais il a toujours plus ou moins, je crois, eu l'envie de tourner du film en costume contemporain, quoi. Je crois qu'il a toujours eu ça, mais la rencontre, je me souviens pas. Je crois que ça s'est fait sur un tournage à Taïwan d'une comédie, je crois, d'un film de Dean Shek. D'ailleurs, Dean Shek parce que en fait, le film est coproduit par Tsui Hark et par Dean Shek, c'est-à-dire la Film Workshop et la Cinema City. La Cinema City, c'est une boîte de Hong Kong très très importante de l'époque, etc. Et d'ailleurs, dans le 2, voilà, on abordera peut-être le 2 plus tard, mais dans le 2, Dean Shek a son importance toute particulière. Et oui, du coup, la rencontre s'est fait un peu comme ça, je crois, à Taïwan. Ils étaient potes, je ne sais plus exactement, mais ils étaient potes. Et puis, ils avaient envie, ils font partie de toute cette nouvelle vague qui avait envie de changement, qui venait de la télévision aussi. La télévision qui avait beaucoup travaillé à la TVB, je crois, et qui avait cette envie de révolutionner le genre, quoi, de raconter d'autres histoires, de retourner à d'autres formes, et ils ont aussi un petit peu étudié le cinéma aux États-Unis, donc ils avaient un autre point de vue sur la mise en scène, sur tout ça. Donc il y a cette rencontre, elle s'est faite d'abord par l'envie de faire un cinéma un peu, de bousculer un peu les codes, quoi, de faire un peu autre chose. Et à l'époque, il y avait plein de cinéastes de cette génération, mais les deux se sont rencontrés
potentiellement, je pense, par leur potentiel artistique. Hein. Je pense qu'il y avait deux feux incendiaires qui étaient là et qui se sont rencontrés. Ça a fait une étincelle. Tsuyark faisait des films depuis un bon petit moment déjà, depuis les années 80, fin 70, début 80. Mais John Woo, ça prenait pas, quoi, parce qu'il n'arrivait pas à raconter fondamentalement les histoires qu'il voulait. Donc, et là, Tsuyark lui a proposé, quoi, de lui produire. Globalement, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. D'accord, ok. Et en fait, comme tu dis un petit peu, c'est que le syndicat de crime, ça avait une volonté un petit peu de bousculer les codes, et on le voit quand même que c'est un petit peu une certaine révolution, parce que dans le montage, dans la violence graphique, dans la chorégraphie de l'action, c'était, je pense que pour ceux qui ont vu le syndicat du crime à l'époque, ça devait être quelque chose qui était pratiquement jamais vu, même pour les gens qui avaient vu un petit peu, qui s'y connaissaient un petit peu dans le cinéma américain. Bon, il y avait déjà des trucs comme Rambo, des trucs comme ça, mais clairement, le syndicat du crime, ça dénotait dans l'esthétique propre au code du cinéma d'action, quand même. Ouais, absolument. Même si celui-là, en fait, il est pas par rapport au deuxième, qui est vraiment là, un déchaînement de chorégraphie, de violence Enfin, là, on est vraiment dans autre chose. Là, on est plus centré. En fait, c'est plus un drame, celui-là. C'est plus un drame. La narration est recentrée autour de trois personnages avec cette espèce d'histoire héroïque. Et bah, il y a un moment, je te souviens la fameuse scène du restaurant là, avec la scène des pots de fleurs, on l'appelle cette scène-là, où il cache les flingues dans les pots de fleurs. Oui, Et oui. cette scène, voilà, c'est à partir de cette scène-là où vraiment, enfin, beaucoup de spécialistes ont tendance à dire que c'est là où John Woo a vraiment trouvé son style, le ralenti, le changement d'axe et de plan, en fonction. Enfin, moi, je suis pas Les un roulades. pro. Ouais, voilà. Et voilà, surtout les ralentis à la Peckinpah un peu, il était très influencé par Peckinpah et tout ça. Et là, vraiment, il trouve son style. Et il trouve une manière de filmer l'action que, oui, était révolutionnaire, mais parce qu'il s'inspirait aussi des formes occidentales, en fait. C'est ça qui était. C'est pour ça que je te dis que c'était intéressant, le cinéma de Hong Kong de cette époque, c'est que tu avais des mecs qui avaient des formes occidentales et puis qui les amenaient dans le cinéma chinois, quoi. Donc, en fait, ça donnait une espèce de truc que tu voyais pas ailleurs. Et puis, même l'iconisation du personnage de Marc. C'était intéressant aussi à travers le casting parce que tu as trois générations différentes. Dans ce film, tu as la génération de T. Lung, qui est le personnage principal en fait. C'est lui le héros du film. Qui c'était pour les connaisseurs, c'était une des grandes stars du studio Shaw Brothers, hein, du film donc il a fait d'énormes classiques du film de chevalerie comme La Rage du Tigre par exemple. C'était vraiment moi, c'est de cette période-là, c'est probablement mon acteur préféré avec Jimmy Wong Yu. Donc de la génération chevaleresque années 70, etc. Chow Yun-fat, qui était un acteur qui n'arrivait pas forcément à percer, malheureusement, mais qui avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films et de films très intéressants, mais malheureusement, il n'avait pas encore trouvé un rôle à sa mesure qu'il le fasse exploser encore. Il avait fait plein de trucs, mais c'est vraiment ce film-là qui va le faire exploser. Et puis la jeune star issue de la télé, de la chanson, qui s'appelle Leslie Chung, Leslie qui est Cheung. plutôt voilà, la génération qui, d'après toute cette génération des années 90-2000, un peu beau gosse, un peu issu de la chanson, un peu pour midinette, mais en même temps, Leslie Chung était aussi un très bon acteur, parce que quand il était bien utilisé, il était très, 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 très fort. Mais ouais, il y a vraiment ces trois générations, quoi, années 70, 80, puis après 90 qui arrivent. Et, et donc, il y a aussi une volonté un peu de réconcilier tout un public. C'est ça aussi qui va faire boom. Hein, c'est que tu as les trois formes, tu as les trois générations d'acteurs, tu as les deux formes qui se télescopent, que sont le polar et le drame contemporain, typiquement cantonais, et en même temps la chevalerie issue du cinéma mandarin. Donc, ça réconcilie un peu tout le monde aussi, ce film. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les générations sont réconciliées, tous les genres de cinéma de Hong Kong sont réconciliés. Et moi, souvent, quand je veux faire découvrir un film hongkongais et en trouver un peu l'alchimie parfaite, pour ça que je l'ai fait en fait pour aujourd'hui, pour proposer ce film-là, parce que je trouve que c'est par là que tu peux le mieux rentrer dans le cinéma de Hong Kong. Ça synthétise en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En plus d'être un grand film, c'est aussi ça synthétise beaucoup de trucs. Mhm. D'ailleurs, je viens de voir un petit peu au niveau du casting, mais en fait, Leslie Cheung, qui était un petit peu à l'époque considéré comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération, en fait, j'étais pas du tout au courant qu'il était décédé, en fait. En fait, Oui, oui. j'avais confondu, mais en fait, il était décédé en 2003. Alors, j'ai vu pour dépression, en fait, il s'est jeté par la Ouais, fenêtre. ouais, il s'est jeté par la fenêtre. En fait, il était homosexuel, mais c'est très difficile d'être homosexuel
pas forcément dans le cinéma chinois ou hongkongais, dans la culture traditionnelle, parce que c'est des pays qui sont quand même très traditionnels. Et c'est très difficile de l'assumer. Et en plus de ça, avec les contrats qu'ils avaient à l'époque et tout, c'était très 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 compliqué. Hein. C'est pas comme chez nous, c'est pas comme aujourd'hui, etc. Donc oui, il a fait en fait, il a souffert pendant des années de ça jusqu'à se mettre fin à ses jours. Et voilà, mais oui, ça fait partie d'un des grands acteurs et d'un des grands drames du cinéma hongkongais. Et voilà, ouais. D'accord. C'est triste quand même. Ouais, c'est toujours triste. Pour le syndicat du crime, quand tu l'as vu la première fois, c'est bon, bien sûr, on a déjà venu un petit peu au niveau de l'esthétique et tout ça, mais c'était vraiment Ouais. qu'est-ce qui vraiment t'a fait tilt au niveau d'une scène qui clairement dénotait par rapport à ce que tu avais vu précédemment, que ce soit dans le cinéma hongkongais ou dans le cinéma d'action en général, vraiment quelque chose qui clairement, même pour un film de 86, qui était totalement nouveau pour toi dans la façon de faire le cinéma d'action, dans la façon de réaliser des scènes. C'est C'est clairement ce qui est. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, parce que c'est vrai que comme tu le disais, le film est centré sur 3 personnages, le personnage de Ho, de Kid, son frère, mais c'est bizarrement, c'est vrai que quand on parle de syndicat du crime, quand on voit les images, un petit peu le personnage qui vient pratiquement en tête, c'est tout le temps le personnage de Mark. Bon, bien Bien sûr, c'est sûr. peut-être aussi parce que Choyun Fat, après, on connaît la carrière qu'il a eue, tout ça, mais c'est clairement, c'est le personnage qui a le plus marqué les gens. Et je sais pas si pour toi aussi, c'était peut-être pour toi le personnage le plus intéressant, ou tu étais quand même plus attiré par la relation entre Ho et Kit, son frère, quand même, dans le film. Non, non, non. À l'âge où j'ai découvert le film, moi, je devais avoir, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça. Et j'étais complètement fasciné par, en fait, c'est l'iconisation du personnage et par cette première scène. En fait, toute la scène du début, en fait, du générique, où tu vois Marc arriver là, avec son impair, sa clope et sa truc. Déjà, esthétiquement, il y a un truc de cinéma qui fonctionne, et particulièrement quand t'es ado. Moi, j'ai commencé à fumer à cette période, tu vois. Enfin, je fume plus aujourd'hui, mais à l'époque, je fumais 15 cigarettes, et je mettais des lunettes, et je mettais des allumettes, et je mettais des trucs. C'est un truc qu'on a tous fait plus ou moins quand on a découvert le film à l'époque. On était C'est c'est- c'est- fascinés c'est par ce personnage. c'est vrai que Chouyun Fat dans le film, il enchaîne les clopes, hein. Je sais pas il a un cancer, mais punaise, il les enchaîne les clopes dans le film, hein, quand même, hein. Généralement, en Asie, en règle générale, on enchaîne les clubs. En Chine, en Asie, dans le cinéma et dans leurs films, enfin, la clope, c'est un truc. Bon, on m'offrait des cigarettes tout le temps, même quand je voulais pas fumer, même en plein repas, etc. C'est vraiment un truc, c'est une institution là-bas. Hein, les jeunes, tout le monde fume, les femmes, les jeunes, tout le monde fume. Et là, oui, il y avait vraiment. Mais ouais, en fait, je dirais que ce qui m'a accroché en premier, c'est cette musique là, ce générique, les billets. En fait, il y a une iconisation au tout départ qui fait partie d'ailleurs de moi, le début de la fascination que j'avais à l'époque pour les films de gangsters, la figure du gangster, la figure marginale du gangster. Je trouvais que c'est ça qui était intéressant à travers cette figure-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que en même temps qu'il iconisait des anti-héros, des gangsters, il iconisait aussi des chevaliers, des héros, en même temps enfin, c'était ça en fait qui a fait un peu boom dans mon esprit, c'est que tu avais un petit peu l'iconisation d'un Schwarzenegger dans Commando, et en même temps, tu avais l'iconisation d'un Al Pacino dans Scarface, et les deux se télescopaient à travers ce personnage. C'est ça qui était fascinant. Et d'ailleurs, T'avais je une trouve empathie. que ouais, en fait, mais rares sont les films. En fait, rares sont les films qui réussissaient aussi à réconcilier ces deux figures qui normalement sont antinomiques, parce que Better Tomorrow, donc le syndicat du crime, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment ces deux aspects-là. Il y a vraiment le héros, tu peux retrouver les fans de cinéma d'action des années 80 vont retrouver ce type de héros dans ce film. Et les fans de films de gangsters un peu plus marginaux vont aussi kiffer. Et moi, c'est d'abord passé par l'iconisation et ensuite par le parcours évidemment de Choyun Fat, enfin, du personnage de Mark, mais de toute façon qui était un second rôle au départ et qu'ils ont gonflé après dans la trilogie, parce que c'était vraiment le personnage qui avait influencé les jeunes à l'époque là-bas à Hong Kong et qui a influencé le monde. Mais c'est vrai que Choyun Fat est vraiment rentré dans le cinéma en termes d'icône, et je pense que c'est important quand tu veux être une star de cinéma ou un acteur de cinéma, tu as besoin d'un grand rôle qui t'iconise et qui marque la rétine des gens et voilà, pour Schwarzenegger, c'était Terminator, il y a Rambo pour machin. Et puis il y avait Choyun Fat, c'était ce personnage-là, personnage de Mark, du mec ultra cool, ultra charismatique, mais qui en même temps était profondément héroïque aussi.
qui était aussi un véritable personnage de gangster parce que il était quand même perdu dans les affres de l'argent, de la vengeance et de tout ça et de cette envie de faire du fric et d'avoir une vie un peu comme ça, un peu malsaine, mais en même temps, voilà, je ne veux pas raconter, mais il y a la dimension héroïque qui est quand même profondément là. Donc cette espèce de mélange des deux, moi, qui m'a. Mais dès les premières scènes, j'ai été happé par le film par rapport à ces scènes-là, en tout premier lieu. Et sans oublier, bon, sans trop spoiler pour les gens qui n'ont pas vu le film vers la fin, il y a aussi ce sens du sacrifice. Tu vois, il y a un certain moment, il aurait pu partir avec une certaine somme d'argent et en fait, on le voit dans le montage que ça le fait chier de laisser son ami et il fait C'est demi-tour ça, pour c'est-à-dire aider. que c'est ça, en fait, c'est le personnage de Scarface qui part et qui gagne, et il a pris son truc et il se barre avec. Mais non, t'as le personnage de héros d'action en fait qui revient. C'est ça qui est intéressant. Et moi, cette scène, elle me fait vivre. Quand il revient, enfin voilà, je veux pas, mais ça me fait vraiment vraiment vibrer quoi. Ça me fait cette espèce de personnage qui ne pense qu'à qui pense un peu qu'à lui et qui veut toujours juste survivre et s'en sortir. Moi, je suis toujours un peu fasciné par ces personnages-là, d'anti-héros. Mais c'est comme un peu, voilà, j'ai pas vraiment de film en tête, mais un peu comme Snake Plissken ou d'autres héros. C'est-à-dire que t'as le côté, je pense qu'à ma gueule, mais il va y avoir ce petit moment d'étincelle qui pour moi est fantastique, qui est le moment d'amour en fait que tu exprimes envers ton frère d'armes, envers ta famille, envers ton pays, envers n'importe quoi. Mais il y a le sens de l'héroïsme qui jaillit de ce petit truc où tu croyais que tout était foutu. Et moi, à chaque fois, ça, c'est des petits trucs qui me font bien vibrer quand même dans le cinéma. Du coup, tu as plus été attiré par le personnage de Marc, mais par contre, la relation qu'il y a entre O et Kit, tu la trouves aussi assez passionnante parce que le personnage de Kit, c'est toujours compliqué pour lui parce qu'il est tiraillé entre son frère qui, pour lui, et l'a trahi, puisque voilà, il est quand même l'une des causes de la mort de son père, et en même temps, ben, c'est mon frère et j'ai pas envie de le détester à 100%. Donc le film joue un petit peu sur cet entre-deux pendant une grosse partie du film. Moi, j'ai trouvé aussi cette relation à la fois émotionnellement assez forte, parce que son frère O est conscient de tous ses agissements, et pourtant malgré tout, malgré que son frère le déteste à ce moment-là et qu'il a du mal à lui pardonner, il est prêt à faire tous les sacrifices. Donc je trouve que c'est une relation qui est émotionnellement très forte et en même temps à la fois complexe. Et je trouve que John Woo, il a toujours, c'est ça ce que tu disais, peut-être que le deuxième, bon, comme je l'ai dit, c'est le seul épisode que j'ai vu de la saga, mais c'est vrai que ce que tu me dis que le deuxième, par exemple, est beaucoup plus concentré en action, là où j'ai l'impression que peut-être le premier se concentre plus sur les relations entre les personnages, plus que Ouais. l'action qui peut-être est un petit peu plus en second lieu, même si, bien sûr, elles sont ultra bien réalisées, hein, c'est pas le problème. Bah, justement, oui, en fait, c'est pour ça que pour moi, le premier, c'est vraiment plus un drame, c'est une tragédie, en fait, presque. C'est presque une tragédie violente et familiale. Bon, la famille, c'est un thème qui est propre au cinéma chinois, quel qu'il soit, hein, que ce soit de Chine continentale, de Hong Kong. Là, le thème de la famille, et il y a toujours des thèmes comme ça qui reviennent, hein, le thème de la trahison pour l'argent, le thème de la famille, le thème de l'héroïsme, le thème du sacrifice, tout ça, c'est des thèmes qui reviennent. Hein, c'est au cœur de tout leur cinéma. Et sur même les films les plus basiques de cette époque, les Girl with Gun ou les Bloodshed un peu de seconde catégorie, tu as toujours ce type d'histoire, tout le temps. Et oui, moi, la relation entre Kit et en fait, le personnage de Cho Yun-fat, tu l'aimes surtout quand t'es ado. Moi, le film, je suis rentré par ça parce que j'étais ado, donc je suis rentré par le personnage de Cho Yun-fat. Mais quand tu grandis, effectivement, moi maintenant, aujourd'hui, mon personnage préféré du Syndicat du Crime, c'est plus le personnage de T-Lung, en fait. Parce que justement, j'ai un petit peu plus de vécu, j'ai un petit peu plus d'épaisseur, et je trouve son personnage plus intéressant, plus tiraillé. Il est tiraillé entre sa vie d'avant, sa famille, son frère, le fait qu'il veuille pas revenir. Puis pareil, ce truc aussi c'est très difficile. Enfin, ce truc de passer de la vie de gangster facile, etc., avec plein d'argent, et de vouloir absolument ne plus y retourner, mais te ranger, mais ça veut dire que du coup, tu as une vie de merde.
t'as une vie un peu de prolo de base, tu dois galérer, et en plus tout le monde te crache à la gueule, tu vois. Et donc ça, c'est une forme d'héroïsme. C'est un héroïsme qui est plus social, du coup. Moi, je trouve une dimension très intéressante dans le film, c'est Bon, la dimension il sociale galère aussi. pas trop quand même, hein. Il réussit à trouver du travail en tant que chauffeur de taxi, donc ça va, il Oui, est pas non oui, plus non trop à mais plaindre. dans le sens, il galère dans le sens où déjà le rejet de son frère, mais aussi le fait que les gens veulent, les anciens gangsters, ils veulent évidemment qu'ils reviennent à plein de moments, mais surtout, ils galèrent dans le sens où d'accepter la vie de luxe que tu avais avant et puis de le retourner à un vie de chauffeur de taxi à Hong Kong, ça doit être une violence particulière, quoi. Socialement, ça veut dire un truc, c'est assez violent en fait. Et moi, je pense que ouais, c'est violent de passer d'un état hyper riche à un état de prolétaire. Je pense que quand tu l'as jamais connu, ça peut être supportable, mais quand tu l'as connu, c'est encore pire, je pense. Parce que c'est très difficile de rester droit dans ces cas-là. Je dis pas que c'est, évidemment, il faut faire ça, il faut rester droit, mais rester droit dans ce genre de cas de figure. Donc, son personnage est profondément tragique et tout. Moi, je l'aime beaucoup. Avec le recul, c'est plutôt son personnage à lui que j'aime bien avec le temps, en fait. Et du coup, quand tu parles de la thématique, quand on entre dans la pègre, c'est pratiquement presque impossible d'y sortir. C'est une Mm. des thématiques fort propres au cinéma d'action hongkongais de cette période-là. Outre les films qui viendront par la suite, alors j'ai pas forcément vraiment de gros exemples en tête, mais j'ai pas des trucs comme peut-être The Killer, je crois aussi à un moment que justement, je crois que le personnage de Sean Ouais. Fat, il essaie de se ranger et que finalement, bah, il n'y arrive pas parce qu'il y a forcément ces vieux démons qui reviennent. C'est vraiment quelque chose qui reste vraiment en tête pour créer des enjeux propres au cinéma hongkongais, quoi. Oui, mais c'est aussi ça qui est beau dans ces histoires-là, c'est de toute façon, que ce soit un film de gangster, un film politique, un film. Dès que tu sors d'un certain groupe de gens qui t'enferment et que tu veux vivre ta vie, tu vois, que tu veux être un peu plus libre de vivre ta vie, bah forcément, il y a des gens qui vont pas être d'accord dans plein de trucs. Moi, oui, oui, le cœur du personnage de T. Lung, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi ce truc-là. Je crois que dans The Killer, c'était l'organisation criminelle, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas. Non, tu peux pas redevenir humain, aller aimer une fille, aller aimer une femme et puis te barrer comme ça, quoi. Ça n'existe pas en fait. C'est interdit. Alors qu'en fait, si, le film te dit si, moi je suis prêt à mourir pour ça justement. D'accord. Est-ce que tu avais encore par rapport au premier syndicat du crime quelque chose à dire? Par exemple, peut-être, je sais pas si pour toi, est-ce que le film a peut-être des défauts? Est-ce que le film t'as encore au visionnage d'aujourd'hui, est-ce que le film a un petit peu vieilli sur certains aspects au niveau de l'esthétique, s'il y a, au niveau des acteurs, est-ce qu'il y en a un qui est peut-être qu'aujourd'hui tu dis il aurait pu faire autre chose. Il y a beaucoup de gens qui te reprochaient un petit peu que, par exemple, le personnage de Mm. Leslie Cheung surjouait un petit peu trop quand il s'énervait, quand il pétait des câbles. Que des fois, il y a beaucoup de gens qui trouvaient qu'il en faisait un petit peu des caisses. Ou est-ce qu'il y avait Ouais. des problèmes de réalisation que moi, personnellement, j'ai pas trop ressenti. Mais c'est vrai que quand on a commencé un petit peu à bouffer des films de cette période-là, bah, finalement, ça reste quand même dans les standards de l'époque. Non, moi je le trouve. Non, j'ai pas, je trouve pas vraiment les défauts. Bon après, c'est vrai que j'aime beaucoup le film, donc c'est difficile. Oui, effectivement, Leslie Cheung, mais de toute façon, c'est un tout jeune acteur. Enfin, c'est un acteur pas qui débute, mais c'est pas là où il va. Enfin, oui, il est un peu en surjeu, il est un petit peu fougueux, donc il le montre un peu trop, etc. Et puis il y a certaines scènes qui dénotent un peu, comme dans beaucoup de films de cinéma de Hong Kong. Il y a cette scène un peu comique avec avec Tsui Hark justement qui auditionne sa copine là, qui fait du violon. Il y a plein. Alors ça c'est un truc qui est typique du cinéma de Hong Kong. C'est le changement de ton parfois brut hein, que tu peux avoir d'une scène à l'autre. C'est très 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 D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles ce cinéma ne fonctionne pas forcément chez nous, c'est que il va y avoir vraiment une scène de drame et puis d'un coup, ça va cutter sur un truc d'une bouffonnerie absolue. Mais ça, si tu n'arrives pas à accepter ce truc-là, c'est vrai que c'est compliqué. Et là, c'est par toutes petites touches. Mais c'est vrai que comme le film est très dramatique, très sérieux, très viscéral, et ben c'est vrai que tu vois encore plus le défaut du coup la scène de Tsoyark, tu la vois un peu de manière où il cabotine. En fait, les acteurs sont pas au même niveau. Tu sens que Soyard est dans une comédie un peu lourdingue et les autres sont dans un film de dramatique très 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 sérieux et du coup cette scène et là et même les gens même sa fiancée
qui est jouée par une actrice qui s'appelle Emily Chu, je crois, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et elle-même, elle est un peu en surjeu, mais même dans cette scène-là. Et tu sens qu'ils ont dit, allez, on va faire la scène comique parce qu'il y avait aussi ce truc de plaire un peu à tous les publics, il faut en donner un petit peu à tout le monde et tout. Et donc ça, malheureusement, c'est peut-être les défauts, c'est peut-être parfois des petites ruptures qui peuvent paraître un peu abruptes par moment à certains endroits. Mais si on outre, il y en a très peu, et si on outre pas, celui-là, je trouve que il en fait pas tant que ça des ruptures. Il n'y a pas des gros trucs comparé au deuxième où là, de toute façon, le deuxième est un film à problème puisque il est plus vraiment réalisé par John Woo, il est réalisé un peu par Tsui Hark, un peu par Dean Check, donc les deux producteurs. Et puis tout le monde essaie un peu de tirer la couverture. Enfin, c'est un peu. Et puis le 2 a été fait pour des mauvaises raisons, etc. Donc c'est encore autre chose. Mais le premier, non, le premier pour moi c'est quasiment un film parfait, tant dans sa forme que dans son fond, dans ce que ça raconte, dans sa synthèse, comme je t'ai dit, entre toutes les générations, entre l'Orient et l'Occident, entre ce qu'était le cinéma de Hong Kong dans son ADN. Non, pour moi, c'est quasiment parfait. Quasiment parfait. Et... Ce que tu disais par rapport à ce toit brut, ça me rappelle un petit peu, pareil, dans un film que j'adore, hein, qu'on avait parlé, c'est À toute épreuve, aussi réalisé par John Woo, où au début, Ouais. t'as la grosse scène d'action dans le restaurant où ça tire et tout ça, c'est quand même assez violent. Et puis d'un coup, t'es dans le commissariat et t'as une fat qui est là avec sa copine à lui offrir des fleurs et tout ça. Donc La ça, scène c'est avec vraiment un Teresa ton comique. Mo, Ouais, Mm. un ton comique qui vraiment dénote. T'as pas forcément l'habitude de voir ça, surtout qu'en plus, quand on l'a dit, quand on se tape des scènes d'action ultra stylisées, mais qui en plus graphiquement sont quand même assez violentes, et d'un coup pour partir sur un petit peu un second degré auquel nous forcément on n'a pas l'habitude public occidental de voir ça dénote. Et je peux comprendre aussi qu'il y a beaucoup de gens que je connais à qui j'ai essayé de présenter un petit peu les films d'action asiatiques, quand justement c'était des gens qui se vantaient que John Wick était une révolution, et j'étais là à vouloir dire, écoute, regarde ça. Et justement, Mm. il disait, oui, il me disait, je peux comprendre l'importance que ça peut avoir sur les films d'action actuels, mais il y avait beaucoup de gens qui aimaient pas par rapport au format, par rapport un petit peu au montage, qui trouvaient un petit peu désuet aujourd'hui, ou l'acting aussi peut-être. Il y a beaucoup cet écart entre le jeu le jeu d'acteur européen et le jeu d'acteur asiatique, qui peut-être est beaucoup plus théâtral, et auquel nous on n'a plus forcément l'habitude de voir ça aussi peut-être. Ouais, puis je crois qu'il y a une manière d'aborder les scènes dans le cinéma de Hong Kong qui est un peu différente de chez nous. C'est-à-dire que parfois, tu pouvais avoir des mois qui se passaient entre les deux. Tu savais pas forcément ce que tu allais jouer en fait quand tu arrivais sur le tournage. Et par moments, il fallait semi-improviser ou il fallait rentrer dans un. Il n'y avait pas forcément de temps pour développer toutes les scènes à chaque fois. En fait, comme c'est un cinéma qui va très vite. Si ça se trouve, tu vois, dans Hardboiled, ils ont fait la première scène de fusillade et puis des mois après, ils ont tourné l'autre, ou peut-être en fin de temps. En fait, il y a pas vraiment de suivi artistique comme il peut y avoir dans des productions de chez nous. Il pouvait être sur 3 films en même temps. Chou Fat, à l'époque, il tournait en 86, je crois qu'il a tourné je sais plus combien de films, il a fait plein de films en même temps, et parfois tu finissais tes scènes sur un film, puis tu allais les tourner 2 jours dans un autre. Enfin, c'était un truc toujours comme ça, c'est toujours chaotique. Donc ce chaos ressort, c'est ce qui fait sa richesse au cinéma de Hong Kong, c'est ce chaos qui ressort, mais c'est aussi ses défauts, c'est-à-dire que tu les vois gros comme une maison, quoi, les défauts. Mais c'est vrai que c'est un cinéma où il faut beaucoup accepter de choses qui sont un petit peu contradictoires ou qui font un petit peu mal aux yeux ou qui piquent un peu par moment. Mais je pense que celui-là, relativement, le Syndicat du crime, ça va. Après, dans le style John Woo chorégraphique, c'est pas celui qui est le plus développé. Les gens vont pas forcément, faut pas s'attendre à du John Woo à la The Killer ou à la Hardboiled, justement, parce que c'est pas encore une époque où il avait amené toutes ces scènes chorégraphiques et toute sa chorégraphie dans son film. Ça prend pas une place énorme. Il y a assez peu de scènes d'action. Il y en a à peu près 3, je crois, qui sont assez brèves et qui sont pas tout à fait. Même la fin, hein, mais même la scène du restaurant, c'est les prémices de ce qu'il va faire après en termes d'action. C'est pas forcément bon, c'est son premier vrai film. Enfin, c'est le premier film vraiment où il a vraiment mis tout ce qu'il avait. Et d'ailleurs, il apparaît dans le film un J'ai peu. vu, là, il fait un ou deux films d'action et hongkongais. Bon, ses premiers films, genre Les Jeunes Dragons, Le Maître de Taekwondo. Ouais, ça Je c'est des pense que c'est des kung-fu. films que tu as du mal à trouver aujourd'hui, quoi. Je Non, sais non, pas non. si. Alors, ces deux-là, tu peux les trouver. Ils sont sortis en France. Le Metropolitan, HK Vidéo, ils ont fait un travail super. C'est que tous les John Woo, ils les ont pratiquement tous sortis, y compris les plus mauvais. Et tu peux trouver. Avant, tu pouvais trouver Hand of Death et la dernière chevalerie dans un coffret unique.
Et là, maintenant, il y a un coffret John Woo Arts Martiaux, D'accord. où tu peux trouver ces deux films-là, mais qui sont pas inintéressants d'ailleurs, mais qui sont vraiment des films de kung-fu très classiques en fait. Et tu peux trouver le coffret kung-fu comédie que moi je n'ai pas, mais j'ai déjà vu un peu les films, mais les quelques comédies que HK Vidéo a sorti, il y a un petit coffret Hong Kong Boulevard aussi avec 2 films de John Woo dedans, je crois, où ils ont sorti un peu 2-3 comédies. Mais même les comédies de John Woo sont intéressantes en fait. C'est-à-dire que même elles sont pas forcément drôles, mais il essaie toujours de ramener des idées. Il y a des trucs vraiment barrés dans cette comédie. Moi, je conseille quand même de les regarder pour vraiment les gros fans de John Woo. Moi, je suis gros fan de John Woo. C'est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Et je pense que même à travers il n'est pas feignant dans sa manière de faire une comédie. C'est pas des comédies feignantes françaises d'aujourd'hui, par exemple. Tu vois, c'est vraiment, même si ça marche pas, et la plupart du temps, malheureusement, ça marche pas, et tu sens qu'il est pas fait pour ça. Tu sens qu'il est dans un truc de comédie, on le compresse, puis lui, il a envie de sortir du cadre et de faire autre chose. Et à chaque fois, il apporte des idées qui malheureusement sont pas drôles. Mais il y a plein de petites idées vraiment chouettes dans ces comédies. Si les fans veulent voir, s'il y a des fans de John Woo. Alors, c'est pas du tout de l'héroïsme ou du truc comme ça, on est à des années-lumière, mais il y a des trucs intéressants, je trouve, dedans. D'accord. Ok, bah c'est bon à savoir. C'est Ouais. pour les petites Pour les découvertes. fans, pour les vrais fans, hein, pour les fans hardcore de John Woo. Toi, de base, on va peut-être un petit peu parler un petit peu vite fait sur les suites, mais tu parlais de John Woo qui est un de tes réalisateurs préférés, mais t'es plutôt team John Woo, t'es plutôt team Tsuark. C'est toujours Ça dépend, compliqué, hein. ça dépend des Ouais. jours. Ça dépend des jours. Il y a des vidéos où je vais te dire que c'est mon réalisateur préféré, d'autres vidéos où je vais te dire que c'est Tsui, mais ouais, en fait, ça dépend des jours. En fait, j'arrive pas vraiment à les départager. Comme je crois qu'on l'a abordé un petit peu en off tout à l'heure, mais ils ont vraiment 2 points de vue différents sur la vie et sur la manière l'endroit d'où ils viennent. Ils n'ont pas vécu leur identité chinoise de la même manière. Moi, je vois plus Tsuyar comme un Chinois plutôt de gauche en fait, plutôt communiste. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait des films un peu. C'est facile de le faire rentrer là-dedans plutôt. Enfin, dans l'imagerie, parce que je dis pas que la Chine est un pays de gauche, faut pas déconner non plus, mais dans l'imagerie un peu communiste, il a toujours eu un petit peu ça. D'ailleurs, dans le Syndicat du Crime 3, qui va récupérer de John Woo, après il va carrément réaliser le 3 de Tsuya. Il va vraiment mettre ça à son identité chinoise et la révolution et ce truc-là de révolutionnaire. On est plus dans quelqu'un voilà, qui est plus dans une orthopraxie un peu plus moderniste, un peu plus comme ça. Et en même temps très identifié à l'identité chinoise traditionnelle, quoi, qui se télescope. C'est-à-dire vraiment, il se pose vraiment ça. Alors que John Woo, je le vois un petit peu différemment. C'est quelqu'un qui a une éducation catholique et puis qui a un esprit vraiment plus de chevalerie. On sent pas que la chevalerie soit un thème obsédant chez Tsoyark, par exemple. Je trouve pas. Je Ouais, pense que en c'est fait, plus son identité. j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit pour justifier que John Woo était meilleur que Tsuark. Moi, c'est vrai que c'est toujours compliqué de les départager. C'est en fait, ils essaient de comparer par rapport à sa période américaine où ils trouvaient que John Woo a un style qui permet un petit peu de s'adapter à tout type de cinéma. Là où Tsuark a voulu rester dans ses expérimentations pour les 2 films qui ont été des échecs. Là où on va pas se le cacher quand même sur. Si on parle un petit peu de la sainte trinité hongkongaise, Tsuark, John Woo, Ringo Lam, John Woo, sa période américaine, c'est quand même celui qui s'en est le mieux sorti, qui a quand même fait des films comme Oui, Volte-Face, mais oui. Petit 2, qui ont été des succès commerciaux aussi. Là, au Tsuark, ça a été compliqué. Et Ringo Lam, je les aime plutôt bien, les films qu'il a fait aux États-Unis, mais ça a été plus des séries B avec une certaine communauté qui n'ont pas pété le box-office, même si les films avec Jean-Claude Van Damme, que j'avais bien aimé, Répliquant ou In Hell, étaient plutôt plaisants. Mais vraiment, Ouais. John Woo, sa période américaine, c'est quand même celui qui s'en est le mieux sorti, tu vois. Oui, mais je pense que c'est celui qui pouvait le mieux s'adapter au monde occidental parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça chez lui en fait. Je pense que quand tu as une éducation déjà un peu catholique ou un peu chrétienne, tu as une dimension universaliste qui se rapproche plus finalement de l'inspiration du monde plutôt que de ton propre pays dans lequel tu proviens. Moi, j'ai toujours eu l'impression que John Woo était un réalisateur plus de droite, mais pas dans le sens capitaliste, dans le sens traditionnaliste et plus catholique et à dimension plus mondiale et plus universelle en même temps.
Alors que j'ai toujours eu l'impression que Tsui Hark a toujours voulu chercher à savoir ce que c'était que l'identité chinoise à travers ses films, sans forcer, parce que c'est un mec Tsui Hark, c'est un mec c'est un Chinois du Vietnam, qui est né dans une famille chinoise, mais du Vietnam, qui est ensuite parti aux États-Unis, puis à Hong Kong, qui aujourd'hui retourne en Chine, et j'ai l'impression qu'il a fait un peu d'ailleurs, c'est marrant parce que John Woo aujourd'hui, là, il va faire le remake de The Killer, apparemment, avec Omar Sy. Bon, moi, je suis pas spécialement fan de Marcy, mais bon, c'est pas grave. Attendons de voir, tu vois. Je sais pas, on verra. Mais j'ai l'impression que John Woo s'écarte plutôt de la Chine et va plutôt vers le monde, et qu'il a toujours un peu fait comme ça. Et d'ailleurs, que ses films, il a fait les meilleurs films américains, je pense, pour cette raison, c'est-à-dire qu'il avait une espèce de il s'est éloigné de son orthopraxie chinoise, tu vois, de ses racines chinoises pour aller vers un truc plus du monde, en fait. J'ai l'impression de ça. Il n'est pas spécialement à l'aise, quoi, en Chine continentale aujourd'hui. John Woo, il n'a pas forcément fait il enchaîne pas forcément les films, mais j'ai l'impression qu'il veut un peu en partir. Alors que Tsui Hark, j'ai l'impression qu'il veut essayer d'y retourner. Et alors que je crois que John Woo est né en Chine, justement, tu vois, il est né, alors je crois je sais plus s'il est né à Shanghai ou il a passé son enfance à Hong Kong, ça c'est sûr, mais il est né en Chine, quoi. Il est comme la plupart des Hongkongais d'ailleurs, hein, des réalisateurs ou des acteurs, mais voilà, c'est quelqu'un qui vient de Chine et puis qui va vers le monde, alors que l'autre c'est plutôt l'inverse. Il va vers il est né ailleurs et puis il retourne progressivement en Chine. Et du coup, je pense que cette contradiction, elle naît aussi de ça, entre les deux, et que hormis la forme artistique qu'il voulait défendre, je pense que ça a dû friter à ce niveau-là. Parce que c'est deux visions différentes, moi, je trouve. Je vois pas la même vision. C'est ce qu'on va un petit peu développer vite fait pour les suites. Par contre, John Woo, à ce que j'ai vu, avant qu'il fasse le remake de The Killer, normalement, il a prévu de faire un film qui s'appelle Silent Night avec Joel Kinnaman qui jouait dans le remake de Robocop et The Suicide Squad, avec Kid Cudi, en fait, qui sera un film d'action sans dialogue. Je suis curieux de voir ça. Et par contre, tu vois, quand on parlait un petit peu de la période américaine de Tsui Hark, moi qui adore comment il chorégraphie l'action, et quand on sait, par exemple, il y a une grosse saga d'action que j'adore qui s'appelle Mission Impossible, et quand on sait que John Woo avait réalisé le deuxième, j'aurais vraiment été curieux au fond de moi de voir un Mission Impossible réalisé par Tsui Hark. J'aurais vraiment eu la curiosité de voir comment Tsui Hark et Tom Cruise, qui sont deux personnalités assez fortes niveau caractère, comment ils se seraient entendus pour faire un Mission Impossible. Ça aurait pu être intéressant, malheureusement. Malheureusement, je pense que pour un film parce que Tsui Hark, je fais une petite parenthèse sur Tsui Hark, mais Tsui Hark, c'est vraiment celui qui, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément anti-impérialiste et profondément anti-américain. Et je pense qu'il aurait, parce que torpiller un film de Van Damme, je pense que c'est passable pour le grand public. Torpiller un Mission Impossible, ça aurait été compliqué, quoi. C'est-à-dire que je sais même pas si on l'aurait laissé faire, tu vois, parce que vraiment il y a vraiment cette chose, surtout dans Piège à Hong Kong, il y avait cette manière de torpiller vraiment l'Amérique, de se foutre de sa gueule, de se foutre de la gueule de ses icônes, de ses genres, et de dire, écoutez les gars, je serai décidément jamais de votre bord, quoi. Tu vois, je vais continuer là-bas et c'est terminé. Il y a vraiment ce truc-là. Alors que John Woo, je sens qu'il est fasciné, mais pas uniquement par l'Amérique. John Woo, je sens que c'est quelqu'un qui est fasciné par le monde occidental global, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois ses inspirations, Peckinpah, Melville, les mecs avec des impairs, le cinéma japonais aussi beaucoup, hein, d'ailleurs, j'ai pas assez cité, mais dans le Syndicat du crime, il y a aussi beaucoup de choses inspirées du cinéma japonais de Yakuza. Moi que je connais moins, mais il y a aussi beaucoup de ça. Il était fasciné par ce cinéma-là aussi, mais qui de toute façon était aussi inspiré des films non seulement de samouraï, mais aussi des films occidentaux. Donc, mais voilà, on sent que voilà, John Woo était quelqu'un qui était fasciné par la France, par exemple. Hein. C'était quelqu'un qui voulait presque, je crois, faire du cinéma français. Dans certaines interviews, il l'avait dit, j'aurais rêvé être un réalisateur français, faire des films en France. Il était fasciné par le cinéma français. Et donc, il y a vraiment ce regard très chinois, mais qui regarde à l'extérieur, qui veut aller vivre en dehors, en fait, de sa culture, en fait. Je vois plus ça. La chose qu'il arrive à conserver, c'est vraiment l'esprit de chevalerie, l'esprit héroïque de chevalerie qui est hérité de Chang Cheh, parce que c'était l'assistant de Chang Cheh, le réalisateur de la Shaw Brothers, mais qui est en fait en adéquation avec l'Occident, parce que le thème de la chevalerie, c'est assez universel, en fait. Tous les grands mythes fondateurs sont basés sur la chevalerie ou sur l'héroïsme ou sur tout ça. Donc moi, des fois, c'est pour ça que je te dis, dès que je suis proche un petit peu plus dès que dans ma vie, il y a un peu plus je suis un peu plus proche de la culture chinoise, je vais avoir tendance à aller vers Tsui Hark, et puis dès que ça va être de l'autre côté, je vais être John Woo, mais ça va dépendre des jours, en fait. Vraiment.
D'accord. C'est vraiment dans un certain état d'esprit. Ouais, c'est Et ça. du coup, bah, on va partir un petit peu à un avis rapide parce que le but c'était vraiment de parler du premier. Mais le syndicat du crime a eu deux suites, puisque c'est le Ouais. premier volet d'une trilogie, et a connu aussi plusieurs remakes. Et tu parlais un petit peu la vision assez différente qu'a John Woo et Tuark, et ça va beaucoup jouer sur les deux suites suivantes qui ont beaucoup en pâtir. Ouais. En particulier dans le 3 où ça va vraiment être l'implosion. Mais déjà dans le 2, tu nous avais parlé un petit peu avant qu'il y avait eu déjà quelques problèmes durant le tournage, normalement que c'est un film réalisé par John Woo, mais c'est vraiment Tuark qui a un petit peu s'est réapproprié un petit peu le sujet. Ouais, c'est ça. En fait, le 2, bah, déjà, ils l'ont fait parce que c'est pour des raisons purement commerciales, mais ce qui est normal, hein, dans le cinéma, c'est Mm. toujours un peu ça, au niveau des grands films qui ont eu du succès, etc. Et le problème, c'est qu'il a fallu refaire un film avec Chow Yun-fat parce que c'est vraiment le personnage de Chow Yun-fat qui avait. C'est-à-dire, ils pouvaient pas le faire sans Chow Yun-fat, en fait. C'était impossible parce que. Et donc, du coup, ils ont trouvé toute une parade pour le faire revenir. Et Désolé pour les gens pour spoiler, mais oui, si on parle justement du retour de Shun Fat, c'est parce que son personnage meurt dans le premier. Désolé, on est obligé de, oui, là, oui, on pardon. peut, on est obligé de spoiler. Oui, oui, pardon. Oui, en fait, on est obligé d'en parler si tu veux, si tu veux, Mm. si tu veux parler des deux suites. Mais oui, oui, donc le personnage de Chow Yun-fat revient. Par un procédé scénaristique très tiré par les cheveux, voilà, etc. Mais finalement, moi, c'est pas très grave parce que c'est plus l'incarnation du personnage qui m'intéresse que. De toute façon, j'ai pas un rapport très très réaliste au cinéma hongkongais. C'est-à-dire que aussi le cinéma hongkongais, c'est dont on parlait tout à l'heure, c'est que il faut pas toujours le voir d'un point de vue réaliste comme on a tendance à le faire aujourd'hui, avec tout est calculé selon le. C'est n'importe quoi des fois, hein. Donc il faut avoir un œil un regard un peu Zou, extérieur. Zou de Tuark. Oui, oui, oui. Il faut vraiment pas compter sur la cohérence, en fait. Voilà, c'est ça, la cohérence d'un truc. Donc là, dans le 2, voilà, le personnage revient. On retrouve les mêmes personnages du premier, les mêmes acteurs. C'est vraiment une suite, hein. C'est une suite directe. Mais c'est un film, globalement, que moi j'adore, hein. Moi, j'adore toute la trilogie, de toute façon. Mais je trouve que avec le temps, ça restera pas. C'est vraiment le premier qui reste. C'est pas forcément les suites. Donc le 2, ça a été fait dans un esprit voilà, un peu plus commercial. John Woo voulait pas le faire. Ed Soyark a tourné beaucoup de scènes, je crois, dans le 2. Dean Check aussi, qui était le coproducteur, a tourné des scènes, ou alors il a voulu imposer des scènes, parce que en fait, dans le 2, il interprète un personnage. Dean Check, il faut savoir que c'est un personnage comique qui a toujours eu une dimension comme ça un peu artistique, qui a toujours voulu défendre des trucs et des positions C'est le méchant artistiques, du a essayé film de dans faire le des 2. trucs. Non, c'est un gentil, c'est un gentil, c'est D'accord, un des nouveaux gentils en fait. d'accord. Bah, il vient du monde du crime, mais c'est un gentil. Et là, dans le 2, bah, on sent qu'il essaye vraiment d'imposer un certain personnage, de s'imposer en tant qu'acteur, avec des scènes un peu tirées par les cheveux, un peu grosses, un peu lourdes, un peu grossières. Bon, moi, ça me dérange pas, parce qu'en fait, quand je prends le film comme il est, moi, j'aime bien le 2, tu vois, il conserve encore cet esprit chevaleresque, héroïque, et en même temps, voilà, l'histoire est foutraque, parce qu'en fait, comme il faut faire revenir le Chow Yun-fat d'un procédé, que Dean Check veut imposer des scènes, que Tsoyar qui a un petit peu un regard différent sur le truc, et qui veut faire une espèce de saga, enfin, il veut faire une saga, en fait, donc John Woo ne voulait pas faire une saga, il voulait faire un film unique. Et d'ailleurs, le premier se terminait parfaitement, hein. Le premier, il se termine et ça sert à rien de raconter le reste, en fait, hein. C'est parfait. Et donc là, le 2, bah, il souffre de la contradiction de la production de tous ces auteurs et tous les gens qui ont travaillé dessus. Donc, C'est l'épisode le plus faible pour toi ou c'est le troisième? ah, ça, c'est difficile à dire. Parce que le 3, c'est vraiment autre chose, en fait. C'est vraiment un autre C'est un truc. préquel, hein. C'est ça, Moi, c'est non, un préquel. non, moi, le 2, oui, le 2, je dirais que c'est quand même le plus faible à à l'aune du cinéma. Mais le 3, c'est le plus faible à l'aune de la saga, à l'aune du personnage, quoi. C'est-à-dire que ça raconte tout autre chose, le 3. Mais voilà, le 2, je l'aime quand même bien et j'invite quand même. Parce que si vous voulez voir la trilogie, vous allez quand même kiffer, hein, les suites. Mais il faut vraiment les prendre comme des trucs un peu plus. Comme des petits bonbons, des petits bonus, en fait, les suites. Mais c'est quand même très très cool, hein. Là, il y a des scènes sublimes d'action. La scène de fin, toute la scène de fusillade de fin dans la maison des méchants à la fin du Syndicat du Crime 2, que vous pouvez voir un morceau dans True Romance d'ailleurs de Tarantino, qui à un moment donné à Alabama regarde le film et elle découvre le cinéma de Hong Kong par ce biais-là. Et non, non, c'est quand même mortel, hein. Il y a des trucs très très bons. Il y a encore des scènes d'émotion, il y a encore des trucs qui sont très chouettes. Donc je le conseille quand même, mais avec une grosse suspension d'incrédulité
qu'il va falloir rehausser parce que là, on rentre justement dans le pan du cinéma de Hong Kong un peu plus bordélique, on va dire. Voilà, un peu plus bordélique. Et du coup, bah après, voilà, 2-3 ans plus tard, il y a eu un troisième volet. Et là, quand je parlais d'implosion, c'est vraiment à partir de ce moment-là que Tsuyark et John Woo, pour des différents artistiques, se sont vraiment brouillés. Et le troisième aussi dénote, puisque le film n'est pas une suite des deux premiers. En fait, c'est un préquel qui raconte un petit Ouais, peu la période de marque durant la guerre du Vietnam, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Ça se passe dans les années 70 au Vietnam. Et là, on sent que. Et je crois qu'ils étaient. Ouais, le film date de 89 et je crois qu'ils ont Ouais. commencé à s'embrouiller sur The Killer. Et après The Killer, je crois qu'ils ont définitivement séparé. Et là, en fait, je crois que c'est John Woo qui devait la faire, la préquelle. Et d'ailleurs, il y a eu 2 films à cette époque-là qui sont sortis en parallèle et qui se passent au Vietnam, qui sont donc un film de John Woo qui s'appelle Une balle dans la tête et donc le film de Tsuyark qui s'appelle Le Syndicat du crime 3. Et en fait, ils sont vraiment jumeaux parce qu'on sent que les deux ont voulu faire leur film. Je crois que Le Mal dans la tête a dû sortir l'année d'après. Enfin, je suis plus sûr des dates de ça. Mais en tout cas, ils ont un peu fait leur film en De ce que parallèle. je vois, c'est que le Syndicat du crime 3 a été un méga succès. Et Une balle dans la tête, qui est quand même pour beaucoup considéré comme le chef-d'œuvre de John Woo, a été un échec commercial. Bien sûr, et c'est là aussi où on voit justement à quel point Tsuyark parle à l'inconscient collectif chinois, plus que John Woo qui lui va vers d'autres directions. Mais en tout cas, le film est intéressant parce que je crois, alors, les spécialistes me rediront, mais je crois qu'effectivement, il devait faire en fait, Une balle dans la tête devait être ça devait être ça la préquelle du Syndicat du crime. C'est-à-dire qu'en fait, on devait retrouver ces personnages-là à Hong Kong dans les années 60, pendant la guerre du Vietnam, etc. Voilà, au cœur de la guerre du Vietnam. Alors que le Syndicat du crime 3, c'est la fin. C'est le moment où les communistes en fait rentrent à Saigon en fait, où les communistes gagnent en fait. Donc c'est vraiment 2 époques différentes. Et donc ça devait être ça. Et le Syndicat du crime 3, ben c'est pareil, on retrouve. Tu l'as vu, Une balle dans la tête, non, je pense. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens l'ont vu. C'est un film assez connu que moi j'adore, hein, mais il est en poster dans mon salon. Enfin, le film est voilà, un énorme film, un très 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 grand film, hein, Dont on un attend chef-d'œuvre absolu. dont on attend en Blu-ray si possible, ça serait bien. Ça serait pas mal, ouais, ça serait bien. Effectivement, donc moi, effectivement, c'est celui-là que je dirais aux gens de regarder, parce que le Syndicat du crime 3, par contre, il a des qualités. Il a des qualités propres à Tsuyark, hein, qui est qui est l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, donc il a forcément des qualités. Mais c'est vrai que par contre, il se détache de l'état d'esprit de John Woo. C'est-à-dire qu'il se dit, bon là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le film me plaît moins, parce que en fait, il enlève l'ADN en fait de ce qu'est le Syndicat du crime. C'est plus un film d'action. Enfin, c'est un film d'action, mais dans le film de guerre, quoi. C'est plus un film de guerre. C'est totalement ce que j'essayais de te dire tout à l'heure avec la manière dont ils vivent leur identité chinoise aux deux. C'est-à-dire que il y a vraiment un qui essaye de refaire du cinéma et de parler de choses un peu universelles, un peu héroïques, chevaleresques, en même temps avec une dimension occidentale, etc. Et là, on sent vraiment quelqu'un qui récupère le truc et qui dit non, mais là, je vais parler d'un truc beaucoup plus profond. La scène de la fin à Saigon, quand les communistes retournent il y a vraiment presque une. Il y a une peinture aussi très positive en fait de la libération de Saigon par les communistes en fait dans cette scène-là. Les gens la lisent pas forcément toujours. Enfin, je dis pas que ma version est la meilleure, mais moi je la lis comme un truc quand même assez glorieux quoi. À la fin, il y a la manière dont c'est filmé, la fin, on sent qu'il est content que les communistes arrivent à Saigon quoi. C'est comme une libération, etc. Alors que dans Une balle dans la tête, tout ce que font les communistes, il y a des scènes absolument horribles. Les gens qui l'ont vu, enfin, des scènes de torture, des scènes de fusillade absolument immondes, etc. Donc c'est vraiment la scène avec les chars, voilà, la scène avec les chars, etc. Donc oui, le Syndicat du crime, en fait, 3, ça raconte la préquelle, mais en même temps, on retrouve plus le personnage. Oui, mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils ont repris Chow Yun-fat, donc ça c'est normal, qui était normalement pas le personnage principal, et ils ont complètement enlevé le personnage de Ho. Et pour moi, c'était impossible le fait de les enlever, parce que c'est comme il l'explique dans le premier, il y a des scènes où ils sont au restaurant et ils expliquent qu'ils ont tout fait ensemble, ils ont fait leurs premières armes ensemble, ils ont tout fait ensemble. Et là, donc il y a un rôle
il y a un rôle féminin qui remplace en fait le personnage de T. Lung. Il voulait pas revenir, lui? Anita Moy. Ça, je sais pas comment ça s'est fait. Je crois qu'en fait, ça, c'est des trucs que je sais pas du tout. Je pense qu'il s'est même pas posé la question. Hein. Enfin, je sais pas du tout. C'est quoi s'il voulait revenir ou pas. De toute façon, ça aurait été compliqué de faire parce que le film se passe 10 ans avant le premier, à peu près. Et Chow Yun-fat, déjà, il est un peu plus vieux, quoi, forcément. Donc, si tu rappelles T. Lung, ça veut dire que tu dois le rajeunir, ou peut-être tu dois trouver un autre acteur qui le fait plus jeune. Mais du coup, il y a un acteur qui accompagne Chow Yun-fat dans le film, qui est Tony Leung Ka-fai. Et on aurait pu penser que c'était peut-être, enfin, je sais pas, c'est peut-être T. Lung. Moi, quand j'étais gamin, je pensais que ça devait être lui, c'est le T. Lung plus jeune. Enfin, c'était un peu naïf que ce que je pensais. Mais non, mais voilà, il y a plein d'incohérences, en fait, par rapport à ce que. Mais pas uniquement au niveau de l'histoire, mais au niveau de ce que ça raconte profondément, quoi. Là, il y a une dimension où le personnage. Voilà. Les deux premiers, c'est vraiment des films de mecs, en fait. C'est vraiment des films de mecs. D'ailleurs, souvent, les films de John Woo sont des films. C'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un qui est plus traditionnel, plus, voilà, plus de droite, entre guillemets, parce qu'il est plus macho, etc. Alors que le 3, il impose un personnage féminin fondamental, très important, mais qui est très beau, hein, en même temps, mais qui va à contresens de ce qu'il a voulu raconter dans le premier, surtout, en fait. Ça correspond pas. Et donc voilà, c'est la vision de deux égaux qui se rencontrent. Dans le premier, il le laisse faire ce qu'il veut. Dans le deuxième, il lui dit bon, tu fais ce que tu veux, mais en même temps, bon voilà, je vais quand même sortir des trucs parce que tu m'emmerdes un peu. Et dans le 3, il dit non, c'est bon, allez, va te faire foutre. Moi, je reprends le truc et je fais mon machin de mon côté et je dénature complètement la saga, en fait. Donc, mais par contre, d'un point de vue purement cinématographique, à l'échelle du point de vue de Tsuyark, etc., c'est un très 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 bon film. Mais je pense qu'il faut presque le voir indépendamment de la saga, en fait. Il faut le voir comme un autre film, en fait. D'accord. Après le Syndicat du Crime 3, ils ont vraiment arrêté la trilogie, mais par contre, le film en fait original a eu droit à des remakes plus ou moins officiels de ce que j'ai pu voir. Je crois qu'il y a eu un remake indien qui s'appelle Atish qui est sorti en 94. Et par contre, le film a eu surtout deux remakes officiels. Un remake coréen réalisé par Song Hae-song en 2010 et un film chinois qui est sorti en 2018 réalisé par Ding Sheng. Ouais, Je veux c'est ça. savoir ce que tu en pensais un petit peu de ces remakes-là. Je ne sais pas si tu les avais tous vus ou alors s'ils sont bien ou pas. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire sur les remakes. Après, l'indien, je savais pas. D'accord. Le coréen, je l'ai pas vu. Et le chinois, évidemment, je l'ai vu parce que j'en ai regardé beaucoup, mais je n'ai pas de grands souvenirs. Je l'avais vu dans l'avion pour aller en Chine une fois. Et je me rappelle avoir été. En fait, je l'ai assez oublié. Je trouvais les affiches très, 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 très belles de l'époque. Il y avait les trois personnages vraiment qui revenaient, etc. Je trouvais que le personnage, enfin le design de l'acteur qui refaisait le rôle de Marc, je voyais ce qu'ils avaient essayé de faire avec. En fait, ils ont essayé de réactualiser en faisant en faisant des personnages cool, mais un peu à la mode de chez nous, enfin de maintenant, quoi, d'une période plus récente. Le lieu de l'action est différent aussi. Ça se passe près du Japon, je crois, dans le remake chinois. Ouais, c'est ça. Il y a des espèces de petites scènes comme ça, sympas. Mais j'avoue avoir pratiquement oublié le film. J'avais pas trouvé ça horrible, mais j'avais pas trouvé ça non plus percutant. Voilà, je l'ai oublié en fait. Je l'ai regardé une fois par curiosité, puis je l'ai oublié. D'accord. Parce que c'est vrai que comme le film est réalisé par Ding Sheng, c'était quand même un mec qui Oui, il avait fait un Polystory d'ailleurs. Bon, le Lockdown, c'est pas ouais. forcément le meilleur de la saga. En fait, j'ai un gros problème avec Ding Cheng. Moi, justement, je l'avais vu le Polystory 2013 quand j'étais en Chine. J'étais en Chine en 2013 et je l'avais vu. Donc, c'était cool de voir un Jackie Chan sur grand écran, mais en Chine. Mais le problème, c'est que ce réalisateur, j'y arrive pas, quoi. C'est un des. Jackie Chan fait beaucoup de films avec lui maintenant, je crois, quand il va en Chine continentale. Je sais plus s'il le fait encore, mais c'est très compliqué, Ding Cheng, pour moi. Ouais, c'est Ding Cheng, c'est ça. Ouais. Il est. Ouais, non, C'est c'est quoi pas un que tu reproches à sa réalisateur. mise en scène? C'est quoi que tu reproches à sa mise en scène? C'est beaucoup trop bordélique. En fait, j'ai l'impression qu'il pose un peu la caméra n'importe où et en fait, après, il monte n'importe comment. En fait, il y a aucune cohérence au niveau des scènes. Moi, j'avais vu un film de lui il y a pas longtemps, un de ses derniers, un film de SWAT Oui, chinois, un je vois les peu, je films. sais plus. Les affiches étaient super cool aussi. J'avais vu ça chez Jonathan d'ailleurs, avec Jonathan, et j'ai regardé le truc, j'ai dit mais c'est inregardable. C'est-à-dire que vraiment
Je ne comprends pas ce qu'il a voulu. Enfin, j'ai l'impression c'est tout aléatoire, quoi. Il a filmé ses scènes et puis il les a remontées n'importe comment. Enfin, je sais pas si c'est un foutage de gueule ou quelque chose qu'il veut expérimenter. Enfin, j'ai pas compris, quoi. Et là, c'était C'est le vraiment Brett pour moi Ratner hongkongais. C'est le Brett Ratner hongkongais. Ouais, puis en plus, j'ai l'impression que ça plaît parce que moi, j'ai demandé un peu à mes potes et tout, et ils m'ont dit que ouais, c'est des films qui marchent pas mal, quoi. Ça doit être le côté déstructuré, tu vois, complètement comme eux, ils sont un peu tradis, tout ça, ils doivent se dire, bah, le mec fait des films dénaturés, déstructurés, ça doit être trop cool et tout, on va regarder, mais en fait, moi, c'est imbitable, hein, c'est imbitable ces films. Et donc, ouais, ils l'avaient fait, et à l'époque, ouais, ça avait pas marqué plus que ça, je crois. D'accord. Tu vois, par exemple, tu vois, un mec qu'on parle, Tsuark, qui a souvent été théorisé comme un cinéaste du chaos dans sa mise en scène, des fois avec des montages assez obtus, ou des fois il y a des plans qui durent pas plus d'une seconde, ce que des fois on reproche aujourd'hui dans les blockbusters actuels, mais chez Tsuark, il y a toujours malgré tout une cohérence un petit peu dans la chorégraphie de l'action, dans le montage, parce que voilà, Tsuark, il met tout le temps sa caméra au bon endroit, tu as toujours le beau plan qui peut-être tu vas le voir à même pas un dixième de seconde, mais qui est juste ultra bien placé. Et j'ai l'impression que peut-être la nouvelle génération, en tout cas un mec comme Dean Sheng, n'est pas capable de le faire. En fait, c'est genre, comme tu l'as dit, je mets ma caméra là, 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 mais en fait, résultat final, en fait, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais, puis je pense pas que Din Cheng, c'est un réalisateur de Chine continentale, donc je sais pas s'il est influencé par le travail de Tseuyak ou pas, j'en sais rien. Je sais pas si ce mec connaît vraiment les films hongkongais, je pense que oui, un petit peu, mais euh, c'est pas tout à fait le même rapport. Et puis oui, Tseuyak, c'est vraiment enfin, c'est un génie du chaos, quoi. Il arrive toujours à contrôler ce chaos et en faire quelque chose, même au niveau du montage, même au niveau de, il va parfois pas savoir où il va, mais il va toujours rattraper ça artistiquement par quelque chose d'intéressant. Il y a un point de vue, il y a toujours quelque chose là. C'est vrai qu'ils sont vraiment aux antipodes, moi je trouve les deux. Ouais, c'est vraiment le jour et la nuit, les deux, ces deux-là. Mais malheureusement, bah, c'est ça qui marche en Chine aujourd'hui. Bah, en tout cas, pour nous, mieux vaut en rester, en tout cas, la trilogie originale, en particulier Ouais, le premier film quand même. le premier, ouais. Est-ce que je veux savoir, est-ce que tu avais encore quelque chose par rapport au premier film un petit peu à dire pour peut-être motiver les gens à aller voir le film pour conclure? Ouais, pour essayer de motiver les gens, bah, c'est très difficile déjà de rentrer dans le cinéma de Hong Kong. Il faut vraiment suspendre sa crédulité de manière, voilà, c'est très compliqué, mais celui-là, je pense que vous allez l'aimer parce que c'est un polar, c'est un drame, et en même temps, c'est un film de chevalier moderne. Il y a beaucoup de fusillades. Vous allez retrouver à la fois l'iconographie des films de gangsters de la belle époque et en même temps l'iconographie des héros d'action des années 80, un peu américains, un peu bourrin aussi. Il y a un peu les deux qui se télescopent, plusieurs époques, comme ça, plusieurs générations qui se réconcilient. Et puis les gens qui aiment le cinéma tout simplement vont avoir l'impression de voir un film, on va dire, qui se tient au niveau de sa narration, au niveau de sa trame et au niveau de son. C'est plus carré qu'un truc complètement. Comme tu as cité tout à l'heure, Zoo. Je ne considérais pas forcément Zoo en tant que première version, même si moi j'adore, hein, c'est un de mes films préférés. Hein, La version des années d'ailleurs. 80 ou sa version de 2001? Années 80. Mais la 2001, je l'aime bien aussi. Mais D'accord. l'année 80, ouais, ouais. L'année 80, c'est mon top 3 des films de Tseuyak, c'est un de mes films préférés. Mais c'est vrai que je commencerai pas par ça. Moi, ouais, souvent, les gens de toute façon, tu sais, on en parlait tout à l'heure, les gens me citent de John Woo. Les gens qui aiment pas le cinéma de Hong Kong, globalement, souvent me disent par contre John Woo, par contre The Killer, par contre Syndicat du crime, par contre Hard Boy, par contre machin. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée, déjà. Et puis, déjà, voyez-les, déjà, si vous êtes fan de cinéma, hein, parce que c'est à voir, hein, de toute façon, mais après, je peux comprendre qu'on ait envie d'aller plus loin ou pas plus loin, mais si vous voulez creuser, si vous arrivez à accepter certaines choses, ben, allez un peu plus loin. Mais en tout cas, vous allez voir un des plus grands drames et un des plus grands films de gangsters et un des plus grands films d'action de tous les temps. Donc, et pour moi, qui fait la synthèse d'une époque clé du cinéma de Hong Kong. Voilà. Ok. Très 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 belle conclusion. Donc Merci. bah, je récapitule donc le Syndicat du crime ou A Better Tomorrow, donc qui est sorti en Ouais. 1986, réalisé par John Woo avec au casting T. Leung, Shun Yun Fat, Leslie Chung, Kenneth Sang, Emily Chu et les caméos de John Woo et de Tuar qui sont présents aussi, qui font un petit caméo plutôt sympathique. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, on a été là un petit peu, en tout cas grâce à Max Pereira pour vous le conseiller et j'espère que ça vous motivera
à le découvrir ou en tout cas le revoir pour ceux qui l'ont déjà vu. Écoutez, je te remercie encore Max pour cet entretien ciné. Pour les gens qui ne connaissent pas la chaîne de Max Pereira, je mettrai dans la description le lien vers sa chaîne, comme ça vous pourrez regarder un petit peu ce qu'il fait et vous abonner. Donc ça serait vraiment cool, surtout qu'en plus des spécialistes du cinéma asiatique sur YouTube, il n'y en a pas tant que ça. Donc n'hésitez pas à regarder le travail de Max Pereira, ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'en plus, si vous voulez découvrir le cinéma asiatique, c'est vraiment un beau petit plus. Voilà. Écoutez, je remercie encore les gens qui seront présents sur cet entretien. Je remercie encore Max d'avoir participé à cet entretien. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi par rapport au syndicat du crime. Donc, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un projet de vidéo, peut-être un live aussi. Donc, on verra, on a encore toute l'année pour ça. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao. Ciao et merci.